je vous raconte une anecdote. Robert et moi, on a une liste d'invités qu'on veut avoir à chaque année. Puis on se parle. Tu sais, qui c'est qu'on pourrait inviter? Puis on fait des listes, puis on réfléchit, etc. Il y a peut-être 2 mois et demi, je suis à l'aéroport de Québec et je m'en vais dans une place très exotique, Val-d'Or. Et là, je suis assis, je suis concentré, puis là, j'ai entendu « Hey, salut Sylvain! » Je me lève la tête. « Hey, Dominique, comment ça va? Viens ici. » Puis Sylvain, tu es dans la salle, Sylvain Légaré? T'es là? Fait que là, Dominique puis moi, on est là. « Hey, salut Dom! » Tout d'un coup, Sylvain Légaré est allé. « Hey, salut les gars! Hey, voyons Sylvain! » Parce que Dominique était sur scène la veille. Fait que là, on est les trois. « Qu'est-ce que c'est ça? Tu parles d'un mot du hasard? » Fait que là, comment tu vas? Puis Dominique, on se connaît, ça fait quand même presque 20 ans. Donc, ouais, tata, puis ouais, là. Puis là, il me dit, puis là, je peux le dire, à l'époque, il dit, je vais être au... donc, c'est avant février. Tu me dis, je vais être à Radio-Canada durant les Olympiques. Ah, ouais, tabarouette. Puis là, je dis, qu'est-ce que tu fais le 16 avril? Ben, tu parles d'un hasard, je suis à Québec. Ben, voyons donc, book ça. Et c'est comme ça qu'on a booké. Là, j'ai texté Bob. J'ai dit, Bob, arrête de chercher pour le 16 avril, on a une superstar. Je te mets pas de pression, c'est ça que j'ai marqué, tu sais. Donc, j'étais très, 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 très content de recevoir Dominique Gauthier parce que, puis le défi que j'ai, je vais le dire, puis à chaque fois, en tout cas, c'est de passer 1h15, 1h20. Ça va être un défi parce que Dominique a plusieurs vies. Il est jeune, mais il a plusieurs vies. Puis souvent, ce que je réalise, c'est qu'on le connaît pour une partie de sa vie. On connaît un domaine, mais on ne connaît pas l'ensemble de ce qu'il a fait dans la vie. Donc, puis est-ce qu'il y en a qui savent que c'est un gars de la région de Québec? Oui? Ben ouais, le monde de Lévis, hein, s'il vient de Lévis, on le sait, là. Bon. Yeah, Lévis! C'est un gars de Lévis, on le sait, là, mais, mais c'est un gars de la région de Québec. Levez la main, c'est celles qui l'ont vu durant les Olympiques qui viennent de passer avec France Baudouin tous les soirs. Tu as fait un job exceptionnel, mon homme. Vraiment un job exceptionnel. Donc, je dois vous dire que... Puis vous savez que Robert et moi, le sport fait partie de notre vie tous les jours. Robert et moi, on s'est connus sur le bord des piscines il y a 40 ans. Là. Donc, le sport, pour Robert et moi, c'est... Je vous l'ai déjà dit, quelqu'un qui me demande « Toi, tu fais-tu du sport? » Je réponds toujours la même affaire. « Toi, tu te brosses les dents. » C'est toujours ça que je réponds, OK? Donc, le sport fait partie de notre vie. Donc, d'avoir un vrai sportif avec nous, un Olympien avec nous ce soir, c'est un honneur. Je vous demande d'accueillir, comme il le mérite vraiment, Dominique Gauthier. Hey. Merci. Méchante intro. Merci beaucoup. Bonsoir. Tiens, installe-toi ici, mon homme. Installe-toi. Yes. Bonsoir, tout le monde. Merci. Bon. Comme vous voyez, j'ai bien lu le dress code hein, quand il m'a invité. Ah, c'est ça, hein? On a de l'air d'un kit salière poivrière, je trouve. C'est correct, mon homme, assis-toi. Hey, d'abord, merci d'avoir accepté. Tu sais que je suis très, très, très heureux. Vraiment. Ben, moi aussi. Puis quand je suis arrivé à l'aéroport, tu sais, des fois, on est comme dans nos affaires. Là. Mon téléphone, t'étais sur ton ordi, puis là, t'étais branché de partout. T'as des problèmes de batterie, hein, je te le dis. C'est ça. Je cherchais des fils. Je me suis dit, je vais-tu le voir? Tu sais, on s'était vu, on se connaît, comme tu dis, mais bon, on doit être dans le même vol. À Québec, il n'y a pas 15 vols à l'heure. Fait que, on est sur le même vol, on va le voir tantôt. Puis là, les yeux ont levé. Ben, je suis content d'être allé tout de suite te voir. Puis, voilà. Fait que, là, on s'est fait déranger par... En tout cas. Fait que là... c'est bon. Ouais, non, mais c'est un beau hasard. Puis, sincèrement, c'est un beau hasard. Et tant pour moi que pour les membres, je suis très heureux que tu sois là. Parce que, tu sais, Dominique, t'as vraiment, je l'ai dit tantôt, tu as vraiment une vie fascinante. Tu sais, toi, peut-être, c'est ta vie, donc... Mais c'est assez exceptionnel, ce que tu as fait dans la vie. Puis là, j'aimerais ça. Il y a sûrement peut-être une personne dans la salle qui ne sait pas t'es qui. D'où viens-tu? T'es qui? Ben, c'est un gars de la région. Plein de monde qui ne me connaissent pas. Je pense qu'il y en a plusieurs qui m'ont connu cet hiver. Oui, la TV, c'est avec fort. La télévision, c'est ça. Puis je le remarque aussi. Là, ça fait une grosse différence dans ma notoriété. Mais non, tout simplement un gars de Lévis qui était un tripeux de sport aussi, comme toi. Puis que moi, c'était le ski acrobatique qui était mon sport. Mais tu sais, j'ai pas été un grand champion non plus. J'ai été très bon. J'étais parmi les meilleurs. Mais le rêve que j'avais de gagner une médaille d'or, surtout aux Olympiques, ben je ne l'ai pas eu. J'ai eu des mésaventures. Je me suis pété le genou 10 jours avant les Olympiques. Mais time out. Fait que, bon, mais ouais, on va en parler probablement. Mais bref, c'est ça. C'est normal que le monde ne me connaisse pas. J'ai eu beaucoup de succès en tant que coach. J'ai travaillé avec des athlètes qui ont gagné des médailles olympiques et plusieurs dans différents sports. Mais moi, personnellement, j'en ai pas, malheureusement. OK, mais, ce sera pas long, je vais faire un sondage. OK, ouais. levez la main, ceux et celles qui sont allés aux Olympiques. Levez la main. T'es allé aux Olympiques? Ouais. Ouais, ta gueule. Bon, OK. Ben, t'es allé aux Olympiques, j'ai rien là, voyons. Non. Voyons.
Mais l'autre affaire, faut que tu saches, c'est que les gens qui aiment le sport amateur, et j'en suis un, on te connaissait, voyons donc. Oui, quand même. Mais beaucoup à Québec aussi, tu sais, Oui. veux pas. J'ai travaillé à radio, puis dans le temps, en plus, avec Jeff Fillion à Radio X. Puis d'ailleurs, ça, tu sais, moi, j'ai pris ma retraite en 99. Ouais. Donc, j'ai fait une année après les Olympiques. Puis on parle souvent de la transition des athlètes, à quel point c'est tough, puis ils ont comme un vide. Puis moi, ça a été super facile. C'était clair. Je m'en allais dans le monde de la finance. J'ai étudié à l'Université Laval. Puis honnêtement, souvent, ce qui manque quand on est athlète, c'est un peu, bon, l'attention. On ne veut pas qu'on n'aille pas, là, médiatique. Puis là, souvent, tu te ramasses tout seul. Ben moi, sérieux, là, d'être dans une région comme la région de Québec, qui a une proximité avec les médias, puis ben là, Jeff, on se connaissait un peu, puis j'avais fait des entrevues avec lui. Il dit, Dom, viens-t'en, puis là, je suis devenu un peu chroniqueur avec eux autres. Tu sais, ça m'a gardé dans l'œil du public, puis honnêtement, ça fait que j'ai pas eu de down, pas en tout, dans ma retraite, parce qu'il y a eu cette opportunité-là. Puis après, ben, j'avais aussi compris qu'en tant qu'athlète, t'es le moi Inc. Hein? Ouais. Moi, j'avais compris qu'en tant qu'athlète, je suis moi Inc. aussi. C'est-à-dire que si je veux faire de l'argent un jour, puis d'arrêter de me plaindre qu'on n'a pas assez d'argent, ben, je suis mieux d'être connu, d'avoir une relation avec les journalistes. Puis, tu sais, j'étais ma boutique de ressources humaines, ma boutique de marketing et tout ça. Fait que, tu sais, les journalistes comme Marc Durand, en fait, je ne peux pas te les nommer, les journalistes de Québec, on était des chums. Ouais. J'avais besoin d'eux autres. Puis eux, ben, ils étaient contents que moi, j'étais toujours là, prêt à parler. Puis donc, ça m'a aidé à développer une certaine notoriété, oui, mais aussi une aptitude à parler devant des groupes, de parler devant la TV, la radio et tout ça. Donc, ça a comme tout fonctionné. Mais tu sais, il n'y avait rien de tout ça de planifié. Là. Mais tu avais la personnalité. Tu as la personnalité, tu es d'accord? Ben, j'avais compris que c'était ça, la game aussi. Puis j'étais bien là-dedans. Puis j'étais bien accompagné. Là. J'avais un coéquipier qui était un bon ami, Jean-Luc Brassard, qui, lui, vous le connaissez aussi très bien, qui est un expert là-dedans, en communication. Et voilà. Donc, mais quand, juste, puis on ne prendra pas beaucoup de temps, mais ta carrière olympique, là, je veux dire, à l'époque, le ski, c'était vraiment très populaire. Là. Je veux dire, on était dans cette période-là. Le Québec était très, très, très fort. Tu faisais partie d'une gang, puis c'était trippant à l'époque. Là. Ben, c'était trippant. On était des tripeux. Ouais. Exactement. C'était un nouveau sport olympique. On créait quelque chose, puis on avait du gros fun. Fait que, tu sais, le monde parle souvent des sacrifices. Tu sais. Ah oui, je me suis entraîné comme un malade, mais je vivais de faire le sport que j'aime au bout. On était sur les montagnes. Fait que jamais, moi, tu m'as entendu me plaindre de quoi que ce soit. Jamais parler de sacrifice. Puis ouais, c'est difficile. Arrête, oublie ça, toi. Non, on est juste chanceux de vivre de... Ben, pas vivre, c'est pas tout le monde qui en vit vraiment, là. Non, il y en a qui s'endettent beaucoup aussi parce que ça coûte cher, mais c'est notre passion, c'est ce qu'on tripe faire. On compte rien. Regarde, c'est ça qui est l'opportunité qu'un athlète, des fois, on oublie. Puis même nous, quand on regarde ça de l'extérieur, on dit hey, c'est pas facile. Non, c'est bien plus facile que d'aller travailler. On va sur une montagne, on va skier. Fait que souvent, maintenant que moi, je travaille avec plusieurs athlètes puis qu'ils me disent que ils chialent un peu ou sont fatigués ou sont trop occupés, je dis hey, tu sais pas c'est quoi être occupé, toi, là. Parce que vous autres puis moi, maintenant, on n'a pas repos dans notre calendrier. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y en a des repos, autres. Les Olympiques, t'es allé. Je répète, félicitations, t'es allé. Dans le livre, moi, j'ai lu le livre, tu expliques bien que tu as été blessé 10 jours avant. Ouais. Puis donc, tu n'as pas eu ce que tu espérais aux Olympiques. Par contre, la Coupe du Monde ou la compétition suivante, tout de suite, tu as fini premier, je pense. Deuxième. J'étais deuxième avant, deuxième après. Puis, honnêtement, ça a été difficile de le vivre sur le coup. J'ai fini 17e. C'était mon pire résultat cette année-là. Mais tu étais blessé. Oui, exact. J'ai fait sur une jambe. Donc, on m'a opéré 10 jours avant. Puis, c'est sûr que sur le coup, j'ai encore une photo avec ma sœur en bas de la piste, puis je suis en larmes. Et cette photo-là, je l'ai maintenant sur mon mur et elle veut tout dire pour moi parce que non seulement c'est ma sœur, mais en plus elle était physiothérapeute, donc ça aide quand tu as un problème de genou. Mais surtout parce que j'ai compris avec le temps que cette photo-là représentait vraiment l'excellence. Puis c'est pour ça que je voulais écrire un livre là-dessus, c'est parce que trop souvent, on vient définir et confondre l'excellence avec la victoire, avec gagner. Hey, écoute, c'était pourtant pour moi peut-être le pire drame de ma vie. Je rêvais d'aller aux Olympiques depuis toujours. Puis là, soudainement, ça n'a pas marché comme je voulais. Alors qu'avec du recul, j'ai compris, non, c'est fou ce que j'ai fait. C'était extraordinaire. J'espère. Et c'est ça que je voulais vraiment amener dans tout ce que je fais dans le coaching. Puis même vous, en entreprise, si vous êtes des dirigeants d'entreprise ou que vous travaillez avec du monde ou que vous êtes un papa, une maman, vous êtes tout ça, là, quelqu'un dans la salle, bien, il faut comprendre qu'on doit absolument, à tout prix, se juger non pas sur le résultat, non pas juste sur le bottom line, mais vraiment sur tout ce qu'on a fait en amont. Puis moi, ben, je pouvais regarder en arrière de ma carrière olympique et dire, regarde, j'ai aucun regret. Oui, j'ai pas eu la médaille que je voulais, mais j'ai vraiment atteint l'excellence. Et c'est de même que je suis devenu entraîneur, puis j'ai voulu appliquer ce concept-là avec tout le monde. Parce que
suite aux Olympiques, comme tu dis bien dans le livre, puis c'est que toi, c'était la finance qui t'intéressait, puis tu le dis bien, tu ne voulais pas être entraîneur. Tu avais dit, moi, je ne serai pas entraîneur. Et là, tu reçois un appel. Ouais. Donc. Puis, honnêtement, surtout dans ce temps-là, l'entraîneur, moi, je le voyais un peu comme un loser. Okay. Un sport jock qui n'a pas été à l'école, qui n'a rien d'autre dans la vie, puis je vais aller coacher. On en a plusieurs ici. Non, c'est pas vrai. C'est l'opinion que j'avais. Là. Vous comprendrez bien que ça a été les 10 plus belles années de ma vie d'être coach, puis les plus satisfaisantes. Mais je voulais pas faire ça. Non, je m'en vais en finance, puis je m'en allais faire de l'argent, moi, travailler. Quand j'ai eu l'appel, je pensais faire ça de l'Association canadienne qui m'a appelé, puis on dit, Dom, on voudrait te parler parce que les athlètes, en fait, ils m'ont dit, on voudrait être coach de l'équipe canadienne. On était à 1 an et demi avant les Jeux olympiques de 2002. Ça faisait 1 an et demi que j'étais à la retraite, ou 1 an. Et je reçois l'appel, puis il me dit ça. Je dis, OK, qui a dit... pourquoi mon nom est sorti? Il dit, c'est les athlètes qui ont demandé à ce que tu sois le coach. Et là, c'est incroyable. Là, il y a des athlètes dedans qui ont mon âge. Jean-Luc, je veux dire, il est même 1 an plus vieux que moi. Puis là, ça donnait... On se voyait pas tant que ça, mais je te dis, c'est fou, des fois, dans la vie, les choses arrivent. Ça donnait que Jean-Luc était dans mon salon quand le téléphone a sonné. C'était pas organisé, cette affaire-là. Puis on se voyait pas tant que ça, moi puis Jean-Luc. Là. Puis je me rappelle même, il y avait un match de boxe sur pay-per-view qu'on avait regardé, puis je n'aime même pas à boxe, mais je sais pas pourquoi on avait regardé ça. Fait que, tu sais, il y a des choses qui nous frappent des fois. Puis là, je raccroche, puis là, je dis, Jean-Luc, c'était Todd. Il dit, ouais, qu'est-ce qu'il voulait? Je dis, il m'a dit que vous vouliez que je sois votre coach. Je dis, ouais, ça se peut qu'on en aille parler un peu. Fait que là, je dis, Colin. Puis là, j'avais dit à Todd, là, je faisais, tu sais, j'étais bien excité, parce que c'était quand même juste dans 1 an et demi, mais en même temps, je disais, laisse-moi y penser, tu sais. Ça a pris une demi-heure, puis c'était réglé dans ma tête. J'avais même pas besoin de savoir le salaire. J'ai dit, on va faire ça pendant 1 an et demi, puis après, je vais retourner, tu sais, finir mon diplôme en finance, puis travailler dans le monde de la finance. Puis en même temps, il y a une autre chose qui m'a motivé. Puis tu sais, des fois, il y a plein de choses qui peuvent nous motiver, mais moi, ma dernière course, c'était un championnat du monde. Puis, comme tu le disais, on avait dominé notre sport pendant les années 90 beaucoup. On était toujours 3-4 de notre équipe dans le top 8. Là, puis Jean-Luc était souvent sur le podium. On était 2-3 avec lui de temps en temps et tout ça. Puis c'était notre sport. T'sais. Puis là, ma dernière course, les Finlandais ont fait 1, 2, et 3, 4. Et ça m'a fait mal au cœur parce que je suis très patriotique. Puis là, j'avais l'impression que notre sport nous avait glissé entre les mains. Puis l'affaire qui m'a vraiment donné le coup de grâce, c'est que les Finlandais, on était chum avec eux autres en général. Ils étaient bien fins, tu sais. Mais là, on passe dans la rue. Je me rappelle exactement où on était. Puis là, ça chantait. Puis là, on était dans le bar. Puis là, il y avait toutes nous autres qui étaient là. C'était la dernière course de l'année. On venait. Puis on était on aurait même mieux gagné qu'eux autres. Mais bon, regarde, c'est ça la vie, c'est le sport. Puis là, ça s'est mis à scander le nom. Puis... et qui m'ont fait chier, là. Je suis ressorti de ce bar-là, puis j'ai dit, tabarnak, c'est pas vrai que... Bang! Puis je suis parti à mon hôtel, puis c'est de même que ma carrière de ski s'est terminée. Sur un amertume pas possible d'être en maudit de voir que non seulement j'avais perdu un peu notre sport, qu'on avait perdu notre sport, puis que là, les Finlandais, ils gagnaient 1, 2, 3, 4, puis ils nous mettaient en face. Donc, bref, quand j'ai eu cet appel, je me disais, yes! Je vais y aller aux Olympiques, puis tabarnouche, je vais leur rentrer dedans les Finlandais. Parce que les athlètes voulaient t'avoir, les autres skieurs voulaient t'avoir. Tu es d'accord avec moi que c'était, oui, la technique, mais c'est ta personnalité, Dominique. C'est ton côté rassembleur, ton côté... Dis oui. J'organisais les choses beaucoup dans l'équipe. C'est ça. Puis, honnêtement, autant que je voulais gagner à tout prix, puis je voulais gagner au-dessus de Jean-Luc, tu sais, mais il y avait un esprit en moi qui était quand même organisateur, rassembleur... comment dire, j'allais dire en anglais, I care for people. Ouais. Je prends soin des gens, puis tu veux que les gens... Oui, vraiment. Tu sais, je suis pas... je veux gagner, mais en même temps, surtout quand on est une équipe et qu'on voyage à travers le monde, tu sais, des fois, j'organisais des affaires. OK, regarde, j'ai loué une vanne, venez-vous-en, on s'en va là, puis j'étais rassembleur. Puis je pense que c'est pour ça que mon nom avait sorti, là, c'est sûr. Puis là, ça, parce que toi, tu as terminé en 98, là, on est en 2002. Ouais. Comment ça se passe? 2002. Parce que toi, étant engagé en 2000, on va faire des chiffrons. Comment ça se passe, 2002? D'ailleurs, quand j'ai fait mon premier camp d'entraînement en tant que coach, je me rappelle encore une fois exactement, je sais exactement j'étais où. C'était à Whistler, puis c'était la première journée. Puis tabarnouche, je savais pas que j'avais une passion de même qui dormait en moi. De coaching? De coaching. OK, c'est bon. Autant de ce que je voulais pas faire. Tu sais, des fois, on ne sait pas. Non, mais je vous le jure, là, avant cet appel-là, jamais je voulais coacher. Ça ne me disait rien. Bon, j'aurais peut-être été coacher des amis ou des enfants des amis un jour s'ils me le demandent, mais sans plus. Mais j'ai aimé ça. J'ai dit, wow, aider du monde
à être les meilleurs d'eux-mêmes, à aider du monde à performer, aider du monde à passer à travers des hauts, à travers des bas. Regarde, j'ai trippé au bout, mais aux Olympiques en 2002, ben, on n'a pas fait si mal, mais on n'a pas gagné de médaille. Puis on avait une athlète, entre autres, Jennifer Hall, qui est ma conjointe maintenant, mais qui avait terminé, elle, 4e par 1 centième de point. Avez-vous compris? 1 centième. 1 centième de point. D'un sport jugé en plus. Fait que tu peux toujours dire, ouais, mais honnêtement, ce qui me faisait mal là-dedans, c'était pas qu'elle soit 4e, c'était ses premiers Olympiques, puis elle avait full de pression et tout. C'était plus que moi, j'avais le feeling en tant que coach, puis en tant qu'équipe canadienne, qu'on ne l'avait pas préparée, elle et les autres, comme il faut pour faire face au reste du monde. C'est là que j'ai réalisé à quel point le système était brisé. Comment on allait là d'une façon très participative, tant qu'à moi, qu'on voulait traiter tout le monde égal alors qu'on est tellement tous différents. On nous donnait un billet d'avion avec un manteau Canada, puis on disait bonne chance. Puis après ça, tu arrives aux Olympiques, il fallait que tu te débrouilles. Et moi, en tant que coach, je n'ai aucun problème en tant que coach ou en tant que leader, mettez le chapeau que vous voulez. J'ai aucun problème qu'un athlète, ça ne fonctionne pas, ou qu'un projet ne fonctionne pas. Si je suis capable de regarder en arrière puis de voir toute la pression qui a été faite puis que je peux avoir aucun regret que tout a été fait. Là, en 2002, j'en avais en maudit des regrets. Donc, tu prends une décision, parce que là, dans ta tête, après ça, tu fais un plan de match qui n'est pas accepté. Moi, là, j'ai proposé des changements à la Fédération canadienne. Qui ont dit non, et là, arrive... Ben là, j'avais une autre lettre, là, une affaire de même dans mes poches. Je savais que je me doutais de ce qu'elle allait faire, qu'elle allait dire non. J'avais fait un beau PowerPoint en plus. Tu sais, dans le temps, c'était tough faire des PowerPoints, hein? Colin! Il y avait comme une quinzaine de pages. Puis après la page 3, la présidente de l'époque a dit « Dom, that won't work here ». Mais pourtant, c'était rien de bien compliqué. J'embarquais pas dans mon PowerPoint. Donc j'ai dit « Bon, mais I knew you would say that. Démission. I'm done. » Je voulais pas. Moi, c'était impossible que j'aille aux prochains Olympiques. Puis il y a Étienne Lecourt qui est ici, qui est un athlète dans le ski de boss. Étienne, tu dois entendre ça, tu sais même pas ces histoires-là. T'sais. Ou tu t'en souviens-tu un peu, peut-être? Ouais? Tu étais quand même jeune, tu es plus jeune que moi, pas mal, mais il devait avoir des échos de tout ça. Puis je voyais que non, on va encore faire les mêmes erreurs, puis moi, c'est pas vrai que je vais être associé à ça. Et en parallèle, bien, naturellement, je commençais aussi à parler avec des athlètes qui étaient, Jen, qui venait finir de 4e. Pierre-Alexandre Rousseau, qui est de Drummondville, qui était aussi un jeune du Mont-Sainte-Anne, que lui, il s'était cassé le cou avant les Olympiques de 2002. Oui, je me souviens. Je l'avais ramassé à l'hôpital PA, puis on avait quand tu ramasses quelqu'un qui se casse le cou, je peux te dire, ça serre le cœur. Et je m'étais promis, j'ai dit, mais toi, mon gars, qu'on me paye ou pas, là, je m'en fous. Puis je suis très sincère. Puis honnêtement, j'avais vraiment pas tant d'argent que ça dans mon compte de banque. Mais l'obsession ou la motivation pour moi de vouloir... Moi, je ne l'avais pas gagné la médaille d'or, mais là, en tant que coach, moi, tout faire. Ce que je peux faire pour amener quelqu'un à la gagner, cette médaille-là. Puis j'ai fait un deal avec lui, puis j'ai dit, moi, je vais être là. Puis salaire, pas salaire. Jen, même affaire. J'ai dit, regarde, on va faire ton plan. On va faire le plan que je voulais faire, le beau PowerPoint. On va le faire, nous autres. Puis si je ne suis pas payé, tant pis. J'étais motivé à ce point-là. Ça aurait été 4 ans, pas de salaire, je l'aurais fait. La vie fait bien les choses. Quelques semaines plus tard, j'ai eu un appel du Japon. C'est ça. Un courriel, probablement. Et j'ai répondu au courriel, j'ai appelé, puis là, c'était compliqué d'appeler au Japon dans ce temps-là. Mais on a eu un appel. Et tout de suite, puis on dit, Dom, on a entendu que tu avais démissionné. Je dis, ouais, démissionné. Mais OK, on aimerait ça te parler, on voudrait que tu coaches l'équipe japonaise. Puis je dis, hein, OK, cool. Puis là, l'équipe japonaise, encore maintenant, à la limite, ils ont des budgets pas possibles. Ils ont de l'argent, ça n'a pas d'allure. J'aurais dû d'ailleurs me négocier un salaire tellement plus gros, mais c'était assez gros pour moi, tu sais, j'étais content. Ouais. Ça a pris 3 emails, bing, bang, OK, son nom c'était Takano-san, OK, Takano-san, I would love to do it, écoute, tu sais, là, je lui ai fait parler, combien vous m'offrez, combien ça marche. Comme je vous dis, j'aurais tellement demandé plus, mais c'était pas grave, moi, j'étais satisfait. Ouais. J'ai dit, OK, hey, je vais être payé pour faire ça. Puis là, j'ai dit une condition, par contre, on va quand même travailler avec les... Moi, je vais travailler avec les athlètes canadiens. Ouais. J'ai dit, il y a PA, il y a Jen, puis je dis, il y en a un autre jeune que vous ne connaissez pas encore, mais il va être pas pire d'après moi, il s'appelle Alexandre Bilodeau. C'est ça. Puis j'ai dit, écoute, je vais travailler avec eux, mais tout le monde va y gagner là-dedans dans ce deal-là. Nous, on va s'entraîner avec un pays qui a pas mal plus de budget, donc on va aller où la neige est bonne, on va aller où les installations sont les meilleures. Donc, les athlètes canadiens vont en bénéficier, puis eux sont déjà parmi les meilleurs au monde. Donc, vous allez en bénéficier de skier avec eux durant l'été. Fait que, tu sais, des fois, tu fais des deals, bien là, tout le monde y gagnait dans ce deal-là. Puis, pour moi, c'était fabuleux. Là. Quand, là, tu amènes les 3 s'entraîner avec toi au Japon, dans le fond, bon, l'équipe canadienne dit quoi?
l'équipe de ski canadien, dis-tu, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Vous perdez vos privilèges parce que vous êtes plus avec nous. Comment ça se passe? Écoute, il y avait des conflits puis des frictions au début. OK. Mais en sachant très bien qu'aux tu sais, Olympiques, des fois, ils vont être t'amènes Canadiens. des fois des solutions qui sont tellement... It is what it is. C'est Ouais. comme ça qu'on va le faire. OK. Fait que, voulez-vous qu'on le fasse d'une façon en collaboration? Au début, c'était peut-être un peu plus dur. Puis à un moment donné, ben, ils ont compris que, regarde, si ces athlètes-là sont avec Dominique, ben, ça veut dire que l'entraîneur de l'équipe ben, a moins de monde à s'occuper aussi. Et donc, il va faire le meilleur job. Parce que moi, c'était ça le problème. J'en avais 14 à un moment donné dans la piste. Puis c'est pas vrai que tu peux coacher 14 personnes en même temps, puis être le meilleur de toi-même, puis de leur offrir eux le meilleur de ce qu'ils méritent. Ouais. Fait que là, j'ai dit, ben, il y en a 3 de moins. Fait que, Ouais. ça va tomber à 11. Ça va être déjà pas mal moins pire. Et j'ai essayé de faire comprendre ça au système. Puis le système des coachs privés à l'époque, c'était pas aussi commun. Il y en a plus un peu maintenant. Puis honnêtement, comme je disais, puis je le dis encore, si on était tous aussi riches que des golfeurs et des joueurs de tennis, on aurait tous notre coach privé. C'est sûr. Je parlais hier avec une athlète qui me demandait comment on avait fait ça parce qu'elle veut le faire pour elle-même dans un autre sport. Je comprends. C'est Bon, évident. mais C'est évident. parce qu'on est tous différents, tu sais. Le lien coach-athlète, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Puis si tu le forces, tout le monde y perd. Autant le coach que l'athlète. Puis une carrière d'athlète, pour moi, c'est ça qui est le plus essentiel, c'est de s'assurer qu'eux ont tout ce qu'ils ont besoin. Et à nous, en tant que fédération sportive ou en tant qu'organisation, comme la vôtre, je pense que c'est justement d'être ouvert à ces exceptions-là pour qu'en bout de ligne, ben, la personne avec qui on travaille, l'athlète dans ce cas-ci, aille tout ce qu'il a de besoin. Parce qu'après ça, moi, comme je leur disais, quand Alex ou Jen ou PA à ce moment-là montent sur le podium, pensez-vous c'est écrit Dominique Gauthier en arrière? Ah non. C'est écrit Canada. Puis quand on chante sur le podium, c'est le Haut Canada. C'est pas le Haut Dominique, tu sais. Puis ils comprenaient qu'à un moment donné, si on travaille ensemble, ben, on va tout élever, puis le Canada va gagner, puis en bout de ligne, tout le monde... Comment c'était en 2006? En 2006, c'est là où on avait bâti ce plan-là. Oui, donc. Pour Jen, on avait créé ce qui est B210, là, qui est une fondation qu'on a créée. Parce que justement, là, j'ai sauté des étapes un peu, mais parce que pour payer ça pour les athlètes, à un moment donné, ça coûtait cher aussi un programme au complet comme ça. Donc, on a eu on a créé notre chance d'approcher des gens d'affaires de Edmonton où Jennifer habitait et à Montréal, un groupe de gens d'affaires de Montréal. Puis on était chercher pas mal d'argent pour pouvoir offrir ce programme-là à eux. Mais surtout de démontrer à ceux qui n'ont pas voulu lire mon PowerPoint qu'il y a moyen de faire les choses bien sans que ça coûte extrêmement cher, mais d'être vraiment là, efficace dans ton approche de performance, puis que dans 4 ans, on va démontrer qu'on est capable d'amener des athlètes avec ce plan-là, dont Jennifer Heil, et qu'elle puisse être en haut de la piste, puis d'avoir vraiment aucun regret, de se sentir parfaitement préparée. Parce que Jen, à ce moment-là, qui elle avait fini 4e par 1 centième de point, ben, les Jeux d'après étaient une des favorites. Elle avait gagné le championnat du monde en 2004, en 2005. Et la pression qui vient avec ça est extraordinaire parce que là, être 2e, être 3e, ça serait correct, mais c'est sûr que tout le monde s'attend à ce que tu gagnes. Puis la pression était intense. On avait même lu un magazine en route vers l'Italie. C'était à Turin, les Jeux en Italie en 2006. Puis le magazine en bas, ça disait, puis en anglais, c'était « And the medal for Jennifer Heil is hers to lose ». Fait que la médaille est à perdre pour elle. Elle a déjà gagné d'avance. J'étais assis à côté d'elle, je la vois pleurer. Tu sais, je voyais qu'elle lisait on avait essayé de l'isoler de tout ça, mais bon, à un moment donné, tu tombes ces magazines, puis c'est ta face, fait que tu le lis. Hein? Fait que là, elle le lit, puis là, c'est ma pleurer. Je fais tout le temps ça, moi. J'ai dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est ma face. Oh my God! Anyway, là, je diverge un peu, mais juste pour te dire que quand elle a gagné la course à Turin, de gagner les Olympiques, pour moi, en tant que coach et en tant qu'athlète, je ne l'ai jamais vécu, mais c'est peut-être différent comme feeling, mais ça doit se ressembler. On dit que c'est une sensation qui est dure à décrire. Vous allez souvent entendre ça, puis maintenant que je suis du côté des médias, ça m'énerve quand les athlètes disent ça. Et j'essaie de les coacher à ne pas dire ça. « Ah, il n'y a pas de mots, j'arrive pas à le mettre en mots. » Il y en a des mots, OK? C'est le plus grand soulagement qu'il n'y a pas. OK? Parce que oui, c'est une euphorie, tu tripes, mais surtout pour des athlètes olympiques et non pas des athlètes professionnels. Puis j'enlève pas rien à eux, puis ils ont de la pression, ils ont leur genre de pression. Mais eux, ils en ont des millions. OK? Nous, là, c'est comme... C'est make or break. C'est notre seule chance. Il n'y a pas de lendemain. La prochaine fois, c'est dans 4 ans. Tu ne seras probablement plus là. Quand tu gagnes, là, c'est comme... C'est arrivé parce que tu penses toujours à si ça n'arrive pas. Parce que quand tu es dans cette période-là de ta vie, puis comme je pense, j'en parle dans le livre, on est tous un peu obsédés. En tout cas, dans certains cas, on est pratiquement prêt à mourir pour notre sport. Ouais. Moi, tu ça, m'aurais tu l'expliques dit... bien, tu le dis bien, ça.
Tu m'aurais dit, tu vas gagner les Olympiques, puis tu vas mourir après, tu veux-tu le faire? Puis j'aurais aucunement hésité. Et donc, quand ça arrive, puis Jen est un peu comme moi, hein, aussi très, très, très obsédée. Et quand elle a gagné, c'était comme, wow, c'est parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent. Ça, parce que moi, j'ai un souvenir de son là. sourire. Tu sais, moi, je suis beaucoup aux Olympiques, je me souviens de son sourire avec la médaille. Là. Ah ouais, la photo, je la vois encore. Là. Elle a des grandes dents. Elle a des grandes dents. Nos enfants aussi, d'ailleurs, il s'est fait mettre des broches un matin là-dessus. Ouais, OK, en tout cas. Oh, elle est une pauvre, lui. Mais donc, en 2006, elle remporte une médaille d'or parce que, pour ceux qui ne savent pas, quand tu as créé B210, B210, c'était 2010, Vancouver 2010, parce que les Olympiques s'en venaient au Canada en 2010. Donc, vous vouliez amener des athlètes de différents sports à performer en 2010. Exact. B210. Donc, c'est quoi ce voyage-là, puis rapidement? Là? Combien d'athlètes tu as choisi? Comment tu as fait pour choisir tes athlètes? Puis comment ça s'est passé en 2010 à Vancouver? En fait, en 2006, en bas de la piste, pendant qu'on pleurait tous de délivrance, puis de joie, puis toutes les émotions qu'on peut imaginer, je me rappelle où on était, et je demandais à Jen, et il y avait J.D. Miller, qui est mon mentor, un homme d'affaires de Montréal, qui m'aide depuis toujours. Je ne l'ai jamais appelé un agent parce qu'il aide les athlètes, puis il n'a jamais chargé une scène. Il a aidé les athlètes depuis début des années 90. Anyway, puis il m'a aidé dans ma carrière, je l'ai amené pour aider Jen. Anyway, on est les trois en bas, tout le monde pleure. Et je lui ai demandé, j'ai dit, comment tu as fait pour être en haut de la piste et être aussi solide? Tu sais, je le voyais dans ses yeux en haut de la piste, puis comment... C'était tellement pesant parce que moi, une fois que ma job de coach est finie, moi, je suis vraiment focus, mais une fois qu'elle est là, moi, c'est fini. Puis là, c'est les genoux me claquaient ensemble, puis je suis comme, oh my God. Puis de voir à quel point elle était solide, puis je dis, comment tu as été faite pour être dans cet état-là? Puis elle dit, j'étais juste... Tout ce que j'ai fait, c'est que je me suis rappelé à tout le support que j'ai eu dans les 4 dernières années, à quel point j'ai été chanceuse d'avoir tout ce que j'avais de besoin, que je ne pouvais pas être plus prête, dans le fond. Puis elle dit, ce feeling-là, c'est ce qui faisait que j'étais capable de regarder en avant, puis d'accepter le résultat, peu importe le résultat. C'était comme si ça lui a donné des ailes de dire, regarde, I'm ready, je suis prête. Et elle a dit, tout bonnement, elle dit, puis maudit que ça sera le fun qu'il y ait plus d'athlètes qui puissent se sentir de même, surtout dans 4 ans quand on va recevoir le monde à Vancouver. Et les 3, qu'on s'essuie encore les larmes, on a fait, yes, on le fait. Let's do it. C'est ça. Et on a grandi. L'argent qu'on est allé chercher plus tôt, que je disais à Edmonton puis à Montréal, ben, ça ne s'appelait pas B210, comme tu disais à ce moment-là, ou B210. C'était juste, on ramasse de l'argent pour aider Jen, puis en même temps, ben, ça aidait Alex, puis ça aidait PA, puis ça m'aidait moi, parce que je pouvais être payé aussi. Et avec les Jeux de 2010 qui arrivaient, on a dit, yes, on le fait. Et là, c'est de démontrer un peu ce modèle-là, qui est un peu un modèle, de vraiment adapter, d'individualiser l'approche à ce que l'athlète avait de besoin et de le faire avec l'athlète, non pas juste pour l'athlète, que l'athlète prenne part prenante de cet engagement-là avec les gens autour d'eux ou elle, et de démontrer que ça fonctionne. Puis parce que quand tu parles, juste que ce soit clair, quand tu parles d'accompagnement, d'engagement, tout ça, c'est que, exemple, je ne suis pas un spécialiste, mais nutritionniste, physio, s'assurer qu'il y ait des gens, massos, du monde qui vont accompagner l'athlète puis qui vont s'adapter à chaque athlète. C'est ça, exactement. Dans le fond. Donc, les équipes qu'on bâtissait autour des athlètes, il y a une douzaine de spécialistes là, de la manière qu'on faisait. Donc, c'était très exhaustif comme approche. Mais, tu sais, il y avait 2 physios différents. On parle souvent de psychologie puis de performance mentale dans le sport ou dans tout maintenant. Le problème souvent dans le sport, ce qu'on faisait, c'est parce qu'on a des limitations, on n'a pas des ressources illimitées, donc on va prendre un psychologue puis il va travailler avec tout le monde dans l'équipe alors qu'on est tous tellement différents. Moi, c'était toujours l'idée de bâtir la meilleure équipe autour de chacun des athlètes, pour lui et elle. Donc, prenons les exemples de Jennifer et Alexandre qui sont dans le même sport. Moi, j'étais leur coach technique, mais j'avais même ajouté d'autres coachs techniques pour Jen, pour travailler d'autres choses que moi, je n'étais peut-être pas aussi bon là-dedans. Il n'y avait pas le même psychologue. Même Jen, elle avait 3 personnes qui travaillaient avec elle au niveau de la préparation mentale. Alex, il en avait 2. Donc, c'est alors que le système ne faisait pas ça. Et en fait, il ne le fait pas encore vraiment parce qu'il y a tellement de limitations. Donc, nous, avec B210, on avait de l'argent d'extra et on venait complémenter ce qui manquait à la préparation des athlètes. Nous, on voulait démontrer en 2010, regarde, si on peut aider ces athlètes-là à avoir tout ce qu'ils ont de besoin, puis c'est pas qu'ils aient des plus belles voitures ou plus d'argent dans le compte de banque, on ne donne pas d'argent. On fait juste bâtir un plan avec eux. Est-ce que entre 2006 et 2010, quand tu crées B210, est-ce que vous travaillez en collaboration avec le COC? Est-ce qu'ils sont contents de vous avoir ou c'est comme 2 entités qui...
Le COC, c'était moins pire parce qu'à cette époque-là, le Comité olympique canadien n'était vraiment pas impliqué dans la performance. C'est venu après 2010. Okay. Mais il y avait la branche du gouvernement qui s'appelle À nous le podium, OTP, On the Podium, qui a été créée pour les Jeux de 2010. Eux et certaines personnes dans les fédérations sportives n'étaient pas contents de nous voir. D'accord. Parce qu'on venait un peu, selon eux, jouer dans leur plate-bande. Alors que moi, c'était simple. C'est comme, vous êtes tous limités. Il y en manque d'argent. Il n'y en aura jamais assez d'argent. Donc, pourquoi on ne collabore pas ensemble? Nous, on va venir complémenter ce qui manque. On vient travailler. Mais là, il y en a plein qui nous voyaient comme des gens qui venaient jouer dans leur plate-bande. Et puis, en fait, ce qu'ils n'aimaient pas, c'est qu'on posait des questions aussi. Okay. Parce que moi, je voulais démontrer qu'on doit faire des choses différemment. Parce que souvent, dans un sport ou dans une culture, on fait des choses parce qu'on fait des choses. Comme ça. Ça a toujours été de même. Ouais. Tu sais, moi, je pouvais arriver, admettons, avec une athlète en patin artistique, Joanie Rochette, puis parler avec son entraîneur au départ, puis dire, tu sais, Manon, on pourrait supporter Joanie, là, puis on aurait un plan capoté pour elle. Là, ça serait super différent. On apporterait de la préparation mentale avec un psychologue. On apporterait une nouvelle approche de préparation physique avec des experts des tops. Puis elle va moins patiner, elle va s'entraîner plus, puis tout. Mais elle dit, ouais, mais là, nous autres, il faut qu'elle patine tout le temps, sinon elle va oublier ses doubles axels. Ouais. Ça aide de toi, des doubles axels, des triples axels, tu les oublieras pas en 3 semaines, non, ni en 1 mois, ni en 2 mois. Ça, c'est de la bouillie pour les chats. S'il y a des coachs de patin artistique dans la salle, je m'en excuse. Ou si vous avez des enfants qui en ont fait, vous savez très bien que les coachs, ils n'arrêtent pas le patin artistique, ils veulent tout le temps, mais c'est parce que les coachs sont payés à l'heure. Oui, c'est ça. Fait que si tu patines pas, tu n'es pas payé. C'est vraiment de même. Donc ça, mais attends, je veux juste compléter pourquoi je dis ça, c'est parce que ça, là, pour moi, c'est la plus belle démonstration que dans une culture, d'un sport dans ce cas-ci, mais une culture d'entreprise, d'organisation, à quel point des fois, on ne se pose pas ces questions-là. Parce que ma sœur que vous avez, ben, je ne l'ai pas mis en photo, des fois je la mets en photo, ma sœur, mais elle n'était pas là. Mais on n'a pas fait de PowerPoint ce soir. Mais ma sœur, qui elle était coach de patin aussi, elle ne le savait même pas, ça. C'est moi qui ai dit, Brigitte, sais-tu pourquoi vous patinez? Ben, c'est parce que vous êtes payés à l'heure, les coachs, puis vous faites ça depuis toujours. Donc, tu ne te poses pas de questions. Des fois, c'est la culture de ton sport. C'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on fait. Puis je vous mettrai au défi, je suis sûr que dans vos organisations, il y en a des trucs de même qu'on fait juste de même, puis là, on n'ose pas faire les choses différemment. Donc, c'est ça que les gens n'aimaient pas souvent de B210, c'est qu'on posait des questions qui semblaient être niaiseuses, mais qui pour nous étaient pertinentes parce qu'on voyait très bien qu'il y aurait peut-être des façons différentes de faire les choses. OK. En 2006 et 2010, qu'est-ce qui fait que tu pars du ski, parce que ton expertise, c'était le ski, des athlètes aussi. Comment tu démocratises ça? On va chercher des athlètes de d'autres. Comment ça s'est fait, ce link-là, ce lien-là? De d'autres sports? De la performance humaine, à la base, c'est la même si je travaille avec toi, tu disais que tu es un athlète, là. En bout de ligne, c'est tout pareil. C'est après que moi, je ne suis pas un expert dans chacun de ces domaines-là. Donc, moi, j'allais chercher les experts en patin artistique. Mais en bout de ligne, comment développer un athlète, comment travailler au niveau de la performance, puis d'amener les meilleurs thérapeutes, puis d'amener des nouvelles idées, puis tout ça, c'est une expertise qu'on avait. Mais après, c'est d'être aussi assez humble pour savoir que tu n'es pas le meilleur dans ci ou dans ça et que tu amènes ces experts-là à travailler avec toi. Puis en 2010, vous avez accompagné combien d'athlètes pour Vancouver? Il y avait 17 athlètes à Vancouver. 17 athlètes? Ouais. Puis ça a été quoi les résultats? Ben, il y en a 12 qui ont été sur le podium, dont 6 médailles d'or. Vous comprenez? Okay. Ouais. Et si merci, tu me permets... Mais c'était... C'est moi qui l'interviewe. Non, ça regarde. Prends de l'eau. Non, mais sincèrement, ceux qui suivent le sport amateur comme moi, beaucoup, 2010 a été une année olympique extraordinaire pour le Canada. Ouais. Et à l'époque, je me souviens que c'était, on le disait tous, c'était grandement grâce à vous. Là. Je veux dire, vous avez un impact majeur dans... je parle de B210, là, un impact majeur dans le nombre de médailles qu'on a eues au Canada. Tu es d'accord avec ça? Là? Ouais. C'était vraiment incroyable. Ouais. Félicitations, c'est impressionnant. 12 podiums. Puis on avait fait ça avec, si le monde se demande combien ça coûte et tout ça, on avait pour les Jeux de 2010 3,5 millions de dollars. Okay. Qu'on a, sur les 4 ans. OK. Que vous êtes parce qu'il y a des trucs, tu sais, comme on a aidé, par exemple, là, ça serait une histoire qui serait trop longue à raconter, mais on a été... trouver une façon d'aller acheter un bobsleigh spécial pour une athlète en bobsleigh, puis ça, vous comprendrez que ça coûte cher un bobsleigh. Mais par pas des manigances, mais des stratégies avec le prince Albert de Monaco, entre autres, qui lui, si vous vous rappelez, si vous suivez vraiment le sport, faisait du bobsleigh. Ouais. Mais comme il était une équipe qui n'était pas vraiment bonne, mais que c'est le prince Albert de Monaco, il était capable d'aller chercher les bons bobsleighs. C'est ça. Fait que nous, on a fait un deal avec eux pour aller chercher ce bobsleigh-là. Ça a quand même coûté 100 000, mais on était capable de complémenter, puis de lui procurer quelque chose que lui avait besoin, c'est-à-dire l'accès à la piste de Vancouver. Donc, tout le monde y gagnait encore une fois. Okay. Mais ce genre de stratégie-là, le système sportif ne pouvait pas le faire parce qu'il doit être
trop équitable. Ouais. Si tu le fais pour un, tu vas le faire pour tout le monde. B210, entre 2007, 8, 9, 10, vous étiez combien de personnes? Physiquement, aviez-vous un bureau? Ah non, tu sais, quand tu parles des entreprises agiles, tu ne peux pas être plus agile, on ne peut pas être plus lean, on n'a pas de staff. Mon téléphone n'est même pas payé par l'organisation, puis avec fierté, j'ai jamais rien voulu qu'on dépense sur ces choses-là. Mais vous étiez combien? Tu te lèves le matin, appelé... À ce moment-là, on était 3 plus des experts. Fait que nous, dans le fond, c'est comme si on avait une gang de consultants avec qui on travaille de temps en temps. Fait qu'on achète 0.2 de leur temps, 0.1, ça dépend. Mais on n'a pas de bureau. On était dans un gym à Montréal où il y avait un bureau. Fait que quand j'avais des meetings, on allait là. Voyons donc. Puis les gens qui nous aidaient, notre CFO, qui est encore là, notre CFO aujourd'hui, qui lui était le CFO pour la famille Bronfman à l'époque, puis qui était à la retraite, puis qui cherchait quelque chose de le fun à faire. Fait qu'on était chanceux aussi, tu sais. On a du monde de même qui nous donnait de leur temps. Donc, comme fondation, là, quand tu regardes les dépenses versus ce qu'on met dans les programmes, c'est énorme. Là, c'est plus que 98 %. Puis si on se rend compte en 2009, on fait ça en 2009, puis je te demande, est-ce que B210 va dépasser Vancouver en 2009? Là? Est-ce que vous pensez que ça arrêtait en Vancouver? Zéro, c'est pour ça qu'on appelait ça B210. Puis que c'était tu pensais que ça arrêterait là? Peut-être une erreur. Là. On a mis une date dans notre nom. C'est ça, mais vous pensez vraiment arrêter à Vancouver? Oui, absolument. Bon. Puis moi, j'ai souvent, tu sais, ma vie de même, comme le coaching, je pensais que c'était 1 an et demi. Ouais. Je l'ai fait pendant 10 ans, plus que 11 ans. Ouais. Et ça, B210, on pensait que c'était fini, mais c'est sûr qu'on a tellement trippé sur l'impact qu'on a eu. On a tellement eu du fun à Vancouver. C'était fou raide ce qu'on a vécu. Puis je peux pas croire que ça fait déjà 16 ans. J'ai l'impression que c'était hier quand j'en parle de même. Mais ce qui est arrivé après, c'est que les donateurs qui étaient derrière nous, il y en avait un peu plus, il y en avait 35, disons, on va faire un chiffron, qui nous avaient aidés pendant ces 4 années-là, des gens d'affaires d'un peu partout au Canada, et qui eux aussi ont vraiment trippé de voir à quel point leur dollar a eu un impact, puis qui a été bien investi, entre parenthèses. Et eux ont dit, pourquoi on ne continue pas? Vous ne voulez pas continuer? Puis je dis, moi, c'est sûr, j'aimerais ça continuer à faire ça, puis aider du monde encore plus. Mais là, si on le fait, on va essayer de faire les choses encore plus grandes, différemment. Et aider aussi des athlètes d'été. Ben oui, les Jeux olympiques d'été. Parce que là, on était juste pour les athlètes d'hiver. Les Jeux de 2012 arrivaient à Londres 2 ans plus tard. Fait que là, c'était vite. On avait ces discussions-là au mois de juin 2010, puis les Olympiques de Londres étaient en 2012. Mais les donateurs embarquaient et, naturellement, il y avait de la demande. Là, c'est fou. Est-ce que les athlètes, les athlètes d'été courriels après. Combien? 800 plus de courriels que ça, mais de demandes de parents ou d'athlètes qui disent « Hey, on a entendu parler de vous, pourriez-vous aider mon enfant? Ma fille fait du patin artistique, peux-tu l'aider? » Puis là, moi, je te jure, parce que je suis très authentique comme personne, je répondais à tout le monde. Tout le monde avec un message personnel. « Ouais, là, on va voir, on ne sait pas, désolé. » Je répondais à tout le monde. Puis si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter ou de conseils. Donc, il y avait de la demande des deux côtés. Fait que là, on a dit « Yes, on va le faire. » Mais là, on s'est dit « On va aller chercher de l'argent. » Puis c'est de même qu'on fonctionne. En fait, on a toujours fonctionné même, c'était pour des blocs. Donc, quand on approche des donateurs, c'est comme, voici notre plan pour jusqu'aux Jeux de 2016 à Rio. Ce qui va inclure Londres en 2010 et Sochi en 2014 aux Jeux d'hiver. Puis là, c'est des promesses de dons. Et nous, on sait qu'on peut compter avec tant d'argent. Et là, on regarde après comment on peut aider les athlètes, comment on peut avoir un impact sur le système sportif. Parce que là, à ce moment-là, on s'est dit, OK, on va continuer à aider les athlètes, mais il faudrait aussi avoir un impact plus grand sur le système sportif pour qu'on puisse permettre à plus d'athlètes de bénéficier d'un meilleur système, finalement. Donc, là, il y a plein de décisions qu'on a prises à travers ça, mais c'était toujours avec la même optique, c'est-à-dire de ne pas essayer d'aider 150 athlètes, parce que si on fait ça, on n'aidera pas vraiment personne, de continuer à aider quelques athlètes, mais de vraiment les aider à 100 %. C'est-à-dire que quand je refais une liste de priorités avec chacun des athlètes avec qui je travaille, on fait une analyse des besoins, un questionnaire, puis là, on est plein de monde là-dedans. Puis là, je fais la liste des priorités, puis moi, je ne veux pas partir avec lui, on a 20 000. Là, j'arrête à 20 000. Non. Moi, on descend jusqu'à ce qu'on voit que là, il n'y a vraiment plus d'impact sur le résultat potentiel aux Olympiques. Là, j'arrête. Il reste-tu de l'argent? Oui. OK, on va en aider un autre. C'est le même qu'on a bâti. Plutôt que de dire on veut 15 athlètes, on en veut 25. Non, c'était vraiment bâti là, sur les besoins spécifiques. Vos premiers athlètes d'Olympiques d'été, c'était qui? C'était dans quel sport? C'était qui? En 2012, en as-tu à Londres? Oui. Et le premier qui nous a approchés, c'est le fun que tu me le demandes, parce que la dernière fois que... Non, je t'ai vu après ou depuis, mais c'était sur une table comme ça, au Capitole, toi, moi, puis cet athlète-là. T'en rappelles-tu? Ben Il posait des questions avant la... Ben oui, je m'en souviens.
Voyons. Tu sais, ben oui, le grand athlète de judo, là. Hein? Ben oui. Avec un nom long de même, Ben, là. j'espère. Tu sais, Ben, ça a été- AVF, Hein? AVF, Antoine Valois-Fortier. Ah oui, hey, tu te souviens de ça, Antoine? Ben oui, judo. On était les trois ensemble. Ben oui, on C'est était là les que j'étais trois vraiment ensemble. plus connu. T'as Tu sais, je savais raison. t'étais qui. Oui, c'est vrai. Un athlète de judo. Et c'est pas lui qui est venu nous voir, c'était son coach Nicolas Gill, qui était lui un grand Oui, champion. lui qui est de un judo. grand champion. Puis c'est Antoine, ça a été je pense, là, il faudrait. Hey, tu me pognes, là, mais il me semble que c'était le premier. Parce que lui aussi, Athlète ça a bien d'été. été. Puis il a fait médaille de bronze. Médaille de bronze. ouais, Bon, ouais, allons, je m'en souviens. à Sochi. Ouais. Puis là, Mais hey, ça, non, c'est parce que Ouais. je sais que c'est toi qui poses les questions. Non, vas-y, là. vas-y. Mais c'est parce que tu parles de sport d'été. Ouais. Ça, c'est là où on a appris des choses, par contre. Parce OK. qu'on a pressé les choses, étant donné que les jeux étaient Dans tellement 2 là. ans, ouais. Moi, j'étais quand même moins connecté avec les sports d'été, pas qu'il y a bien du monde qu'on connaît dans les sports Ouais. d'été, pareil. Mais on est comme arrivé, puis on dit, hey, on pourrait t'aider. On va t'aider. Tu sais, tu pourrais faire ça de mieux. Mais si quelqu'un n'est pas prêt à entendre ce genre de choses-là, ouais. tu dis, t'es qui, toi? On va dire que je fais pas ça comme il faut. Tu sais. Mais non, je ne sais pas que tu fais pas ça comme il faut, mais tu devrais peut-être regarder les choses différentes. Alors, il y a des relations qui n'ont pas été top à cause de ça. Et depuis 2012, on a dit, OK, on laisse les gens venir à nous. Maintenant, on est un peu plus connus dans le système. Les coachs, les athlètes, les parents, le monde nous connaissait. Ceux qui vont venir à nous, ils vont déjà avoir identifié qu'ils n'ont pas tout ce qu'ils ont besoin pour gagner. Est-ce qu'après 2010, quand vous décidez de continuer, est-ce que vous vous structurez un peu plus ou ça reste encore lean autant? L'important, c'est de rester le plus lean possible. OK. Toujours, mais avec plus d'experts. Donc, tu sais, Ouais, mais- là, le noyau était quand même... Moi, j'appelle tantôt B210. Qui va Ah, y a répondre? rien, y a rien. Tu vas m'envoyer un email puis je vais te répondre, mais OK. c'est tout. Il n'y a pas de... Info à B210, B210 ou B210.ca. OK. That's it. Mais le monde nous trouve parce que c'est un petit monde, là, le monde Ouais. du sport veut pas. Là. Ils savent je suis qui, ils vont me trouver d'une autre façon. Mais là, vraiment, ça manque. Est-ce que présentement, comme les Olympiques qu'on a eus, vous Ouais. aviez encore des athlètes que vous accompagnez? Ouais, il y avait. Mais toi, B210, dans ta vie, aujourd'hui, ça prend quelle place? Oui, bien, là, jusqu'en 2026, ça veut dire Milan, là, il y a deux Ouais. mois, ben, même un mois, 2 mois. C'est ce qui prend la place dans ma vie. C'est ça que je fais. Moi, c'est de gérer cette fondation-là, mais d'aller trouver des athlètes, des spécialistes, bâtir des équipes. C'est ça Ouais. que j'aime, moi, c'est de bâtir OK. ces équipes-là. OK? Donc, ça, c'est le cœur de ce que je fais, mais naturellement, là, on s'en va vers une époque où on va continuer à aider les athlètes, mais d'une façon un peu plus, comment dire, pas généraliste, mais on va aider des fédérations sportives qui, eux, en arrachent présentement. Et donc, c'est des trucs où j'aurais pas besoin d'être aussi impliqué autant qu'avant. Là, fait que je suis un petit peu moins occupé de ce temps-ci. OK. Pour... Donc, B210 n'arrête Ouais. pas, mais il va travailler de façon différente. Même pour Exact. 28? Pour 28 aussi? On ne sera probablement pas là pour 28. Là, tu me demandes des choses que je n'ai pas annoncées encore, mais vu est qu'on est juste entre les- amis et Ah surtout ouais? quelqu'un qui supporte B210 dans cette salle-là. Oui. Ouais. Ben non. Ouais. Ouais, on ne le pointera pas du doigt, là, mais il y a quelqu'un qui supporte B210 dans cette OK. salle-là. Fait que c'est bon que tu m'en parles de même. OK. Ah, c'est bon. OK, on continue. Mais non, mais Non, mais il n'y a on pas de va- secret. Non, Il non. n'y a pas de secret. C'est juste qu'on n'a pas fait d'annonce publique encore. Parce OK. qu'à la limite, même on pensait que ce serait fini après Milan, honnêtement. Ça, encore une fois, c'est un secret. On ne l'avait Ouais. pas parlé. Mais on voyait qu'à un moment donné, ça a une fin parce que c'est des donateurs. C'est du monde qui donne. Puis, à un moment donné, tu peux pas. Tu sais, on a eu des donateurs qui sont les mêmes depuis des fois 20. Ah, certains c'est- sont là depuis 23 ans. Fait qu'on est tellement chanceux. Moi, je comprends. Puis là, ils veulent continuer, donc tant mieux. Mais nous, c'est clair qu'on envoie un système un message au système qu'on ne peut pas être là pour toujours. Donc, il faut nous aider de pas les prendre par la main, mais presque pour qu'ils puissent eux aussi faire leur propre financement. À ce moment-là, disons que vous retirez pour 2028, disons. Oui, mais on Est-ce- va être là en 2030. OK, pour les Jeux d'hiver. D'hiver, OK. ouais. Mais est-ce que dans les fédérations au Canada, présentement, il y a, quel que soit, on va prendre les sports d'hiver, quelle que soit la fédération, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un avant et un après B210? Est-ce que les fédérations sont beaucoup plus performantes qu'elles étaient? C'est-à-dire que vous pourriez vous retirer, puis il y a quand même un impact permanent de votre présence? Exact, oui, un Ouais. héritage, absolument, oui. Comme on était là, puis tu parlais au début, le monde, s'il nous aimait, il nous aimait Ouais. pas, là, il nous trouvait dérangeant un peu. Ouais. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment de changer les méthodes et que les fédérations comprennent qu'elles sont là pour l'athlète. D'accord. Que c'est pas le coach, là, tu n'es pas le coach des Yankees, tu n'es pas là à signer du monde puis tu deviens propriétaire des athlètes. Là. Non, non, toi, tu es là, tu es un facilitateur pour que lui ait la meilleure carrière possible. Pas la tienne. Toi, tant mieux si tu es à côté avec puis tu gagnes la médaille d'or comme coach, comme je l'ai eu, super, je ne peux pas être plus fier. Mais moi, j'étais là pour eux. Okay. Et on veut travailler avec du monde de même. Mais les fédérations, ce qu'on leur a forcé à faire, c'était qu'eux ne parlaient pas vraiment aux athlètes.
Ils ne demandaient pas aux athlètes qu'est-ce que tu as de besoin. Surtout leurs meilleurs athlètes qui devraient normalement prendre part à ces meetings-là. Et là, on le voit de plus en plus parce qu'ils se sont rendus compte que si eux ne le faisaient pas, ben là, nous, on allait le faire, puis elle allait mal paraître. Fait qu'on a forcé des choses comme ça. On a changé toute la structure du code de gouvernance du Canada, puis là, je pourrais aller on and on and on, sur des choses peut-être un peu plates à soir, mais des changements de mécanismes dans le système sportif, on en a fait énormément. On a parlé beaucoup des abus dans le sport. On était là à supporter des athlètes qui ont été abusés par leur entraîneur, à mettre en place ensuite des systèmes pour venir protéger ce genre de situation. Ça, c'est magnifique, êtes-vous d'accord? Donc, il y a plein d'affaires qu'on a faites qui ne sont pas des médailles. Ouais. Puis ça, tu vois, c'est ça que j'ai adoré. Ça, c'est un exemple qui n'est pas pire, là, parce que, tu sais, ces filles-là qui ont été abusées, des athlètes en ski alpin, qui, moi, je les connaissais quand même assez bien, là, parce qu'on avait à peu près le même âge. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était un tsunami à l'époque. C'était épouvantable. Ouais, un gros abuseur, grave. Un Québécois. Et ces femmes-là, je les voyais, moi, après, dans la vie, puis je voyais à quel point elles étaient détruites, là. Détruites. Puis, excuse-moi, ça me rend émotif. Ouais. Je n'ai pas parlé souvent. Puis, quand ils m'ont approché, j'ai dit, là, on est en 2016. Ça fait longtemps, là, les abus ont eu lieu début des années 2000. Là. Puis là, les filles ils disent, là, c'était des filles connues. On veut là. faire de quoi, là? Oui, c'est des grandes skieuses qui auraient eu des carrières écœurantes, ben mais ils ont détruits. Puis, j'ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis là, j'ai parlé à JD, qui était la personne qui était en bas de la piste avec moi, puis Jen, là, qui est mon mentor et tout. Puis là, JD, ces filles-là, il faut les aider. Il faut faire de quoi? Il faut changer ce système-là. Puis, ça peut être par B210, ça peut... Puis là, on a commencé à brasser, puis là, on a rencontré notre conseil d'administration. Puis parce que notre mandat, c'est pas ça, là. Ah, c'est sûr. Notre mandat, c'est d'avoir un impact. En fait, notre purpose, notre raison d'être, c'est d'avoir un impact significatif sur le sport et maintenant la santé au Canada. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté à notre board, on a dit, écoutez, voici la situation, on voudrait trouver une façon de les aider. Puis, à quelque part, ça fit dans notre mandat. Parce que même si notre mandat, c'est d'aller gagner le plus de médailles possible, ou une des missions qu'on a, bien, si on aide ces filles-là puis on change le système, ça va faire qu'il y en aura moins des situations comme celle-là. Et donc, qu'on ne perdra pas des médailles comme ces femmes-là, puis on se fout des médailles, c'est leur vie qui comptait, là, mais tu comprends-tu que tu parlais comment ils étaient bonnes, là? Il y était 5-6 filles qui auraient assurément pu être des meilleures au monde pour une longue période, mais ils les ont détruits complètement. Et donc, bref, notre CA a vraiment accepté, puis j'en revenais pas, ils ont dit « let's go, on est in », puis là, c'est des gens qui ont des bons contacts avec des firmes d'avocats, puis tout, on les a mis en place. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, je pourrais passer là, des heures, des choses qu'on a faites autres que ce que notre mandat était, mais à quelque part, ça se rejoignait tout pour essayer de laisser un meilleur système. Là, je pense qu'avec les Jeux de Milan, vous en avez entendu parler à quel point le système est en train de craquer. Il n'y a plus assez d'argent pour survivre, donc là, il faut faire des choix difficiles si on veut qu'on puisse continuer à avoir une certaine structure de sport au Canada. Au moment où on se parle, B210, c'est combien de médailles depuis les débuts? Tu vois, je n'ai pas ajouté celle de... Là, je t'aurais dit 55, mais là, ils viennent d'avoir des nouvelles. Ça veut dire qu'on est rendu à 68. 68 médailles olympiques. Les gens que vous avez... c'est du monde en tabarouette. Mais puis là-dedans, il y en a... merci, mais... Tu sais, la raison pour laquelle je l'accueille très, très humblement, honnêtement, je ne suis pas tout seul là-dedans, mais de deux, c'est parce que dans tous les cas de ces médailles-là, il y en a pour qui là, on n'a quasiment rien fait. Il y en a pour qui on a tout fait. Mais ça va avec notre philosophie. Moi, c'est ce que je veux, c'est pour aider le plus d'athlètes possible pour qu'ils aient vraiment tout ce qu'ils ont besoin. Mais après, il y en a des athlètes qui nous coûtent 5 000 par année, puis il y en a qui nous ont coûté, là, moins de distanciés, mais qui nous ont coûté 150 000 par année. Moi, je comprends. Puis en bout de ligne, les deux avaient tout ce qu'ils avaient besoin. Moi, je comprends. C'est pour ça que des fois, on ne prend pas tout le crédit, puis on ne veut surtout pas prendre le crédit de même. On est là pour complémenter ce qui manque dans le système, sachant très bien qu'il n'y aura jamais assez d'argent pour tout le monde anyway, dans le système sportif, c'est sûr. Je viens de regarder ma montre, je pensais qu'il était 7h15. On est en train de l'éclater, le temps. 8 heures, parce que je n'ai pas fini. On n'a pas fini. En passant, vous savez, vous me connaissez, si vous avez des questions, vous lèverez la main, puis je vais prendre quelques questions, évidemment. Moi, je veux que là, tu comprends quel temps que on va avancer dans le temps. Parle-moi d'abord de Jennifer, qui a été cette année chef de mission. Comment ça s'est présenté? D'abord, vous êtes ensemble depuis 2006? Vous êtes un couple? 2003, en fait. 2003, vous avez 2 enfants. Maintenant, vous vivez à Vancouver depuis quelques années. Puis comment elle a été nommée chef? Vous savez, c'est quoi chef de mission? Explique donc rapidement. C'est comme tu es le capitaine de l'équipe canadienne.
des athlètes. Tu es le grand boss de l'équipe Tu es le canadienne. lien entre les athlètes et le Comité olympique canadien. Et tu es le lien entre les athlètes et également même le Comité international olympique. C'est quand même un très, très, très beau poste. Et cette année, il y a 2 mois, c'était Jennifer, sa femme, qui était... Comment ça s'est présenté? Puis, normalement, tu appliques pour ces choses-là, mais tu sais très bien que tu dois, surtout maintenant, être pas mal champion olympique pour l'être. Ouais. Alors qu'avant, c'était des gens, ça pourrait même quelqu'un d'entre vous, là, c'était souvent des bénévoles, du monde. Ouais. Puis c'est du monde que même nous, on regarde, c'est qui lui? On ne savait pas ce qu'il faisait le chef de mission. Moi, dans mon temps, je pourrais même pas dire c'était qui en 98. OK. Mais depuis 2002, 2006, on a des gens, mais en 2006, c'était Sylvie Bernier, La première, qui était la chef de mission pour Jen quand Jen a gagné sa médaille, puis ils ont tissé un lien de même parce qu'elle était en bas de la piste, puis Sylvie l'a aidé pas à peu près pour tout ce qui venait après, et tout ce qui venait après aussi, psychologiquement et tout. Donc, c'est comme devenu une grande sœur. Et cette fois-là, quand on a reçu le courriel, le comité olympique envoie le courriel à tous les athlètes olympiques. Bon, si vous voulez appliquer, on est en procédure pour le chef de mission. Mais nous, d'habitude, c'est delete. Là. Jamais on ne pense pas à ça. On n'était pas là dans notre vie. Puis là, c'est drôle. Quand moi, le courriel est arrivé au mois de novembre, j'ai comme fait « il me semble que ça fait très bien pour Jen de ce temps-ci. » Puis elle avait gagné sa médaille en Italie il y a 20 ans. Ouais. Mais tu sais, j'en parle pas trop. Je l'ai délité, je pense, mais j'en parle pas à Jen à ce moment-là. Mais j'ai eu un flash. Puis là, quand on est arrivé pour les fêtes, le temps des fêtes, un peu avant Noël, on est arrivé comme assez tôt. Elle a rencontré Sylvie Bernier. Elle a rencontré le dirigeant du COC, puis elle a comme dit « Ah ouais, Sylvie, elle a demandé « T'as-tu appliqué? T'as-tu... » Elle dit « Ah non, tu sais, je suis occupé, j'ai des enfants, j'ai pas le temps, puis ça demande beaucoup de temps, ça là. » Puis il faut comprendre que c'est l'année passée, c'est pas décembre cette année. Ça n'arrivait pas dans 3 mois. Là. Et là, elle dit « J'aurais pas le temps, c'est trop de temps avant. » Puis là, moi, j'entends cette conversation-là, puis je dis « Écoute, ouais. » Puis là, Sylvie, elle a dit « Jen, franchement, là, tu devrais, ça va t'ouvrir des portes. » Puis tu vas... Puis moi, en même temps qu'elle dit ça, il me semble que ça serait le fun, parce que là, je ne parlerai pas pendant 1 heure de ce que ma blonde fait maintenant, mais elle est en démarrage d'entreprise. Elle est seule dans son bureau à la maison. Je trouve que ça a l'air tellement tough puis plate pour elle. Puis là, je me disais, ça serait tellement bon pour elle de sortir de là. Puis le timing est parfait. Ça fait 20 ans qu'elle a gagné. Elle peut tellement apporter à ces athlètes-là. Parce que le rôle aussi est d'aider les athlètes dans leur préparation, les préparer à tout ce qui va arriver aux Olympiques, quoi anticiper, comment gérer tes parents, comment gérer ce genre de choses-là, les stress, l'anxiété qu'on vit tous, qu'elle soit comme une espèce de grande sœur, puis de venir normaliser, dans le fond, ce qu'on ressent tous quand on est à la veille d'aller aux Olympiques, qu'on soit à nos premiers jeux ou à nos 3e jeux, on a tous cette espèce de stress-là, cette peur-là, que quand tu as quelqu'un comme Jen qui vient t'en parler ouvertement, soudainement, tu fais comme les épaules descendent. Ah ouais, si elle ressentait ça, ben, c'est normal que moi je me sente de même. Et de les aider de toutes sortes de façons. Donc, elle était chef de mission, elle adorait ça. Puis surtout, ce que j'ai aimé de Jen, c'est que souvent, les chefs de mission vont aller se pointer pendant les compétitions. Puis ils vont leur remettre des médailles. Elle a dit, moi, je vais le faire, puis voici ce que je voudrais, c'est que moi, je vais aller voir les athlètes dans leurs entraînements. Je vais aller voir dans le gym. Je vais aller voir l'été, quand ils ont le temps. Ce n'est pas en compétition. Je ne veux pas être celui qui dérange, puis qui va être sur le poster, puis je veux vraiment juste être là dans l'ombre, mais de les aider d'une façon vraiment réelle. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, pour elle, c'était une super belle expérience. Quelle expérience extraordinaire. Elle l'a bien fait. Je pense qu'ils ont dit, tout le monde était satisfait, là, mais je pense que dans les chefs qu'on a eus, ça en est une qui l'a vraiment ciblé de la bonne façon. Là. Puis là, toi, comment ça s'est présenté Radio-Canada cette année? Comment ça s'est présenté, ça? Ouais, tu veux-tu les détails juteux ou non. C'est pas mon style, hein? Hein? C'est pas mon style. Y a-tu du monde qui travaille à Radio-Canada dans Personne ici. Non. De toute façon, France, elle s'est pas gênée pour le dire publiquement. Ouais. En gros, le show qu'on a fait cet hiver, ceux qui l'ont regardé, c'était hors norme. C'était pas ce qu'on voit normalement aux Olympiques. C'est vraiment... c'était nouveau. C'était d'apporter un angle, une vue différente sur le sport qui était en reprise parce que tout s'était passé, puis on brassait ces idées-là. Là, je retourne un peu en arrière vite, là. Mais en 2014, France, elle avait eu un show comme ça qui s'appelait Bon baiser de Sochi. Oui. Et l'équipe des sports de Radio-Canada l'ont vraiment pas aidé à ce moment-là sur place. Alors moi, qui connaissais un peu la recherchiste, puis j'étais un fan un peu de France, comme tout le monde. J'étais comme « France Baudouin ». Fait que là, moi, j'étais leur pusher d'informations. OK. Moi, je disais, ils ne s'occupent pas de vous autres. Je disais, moi, je sais plus que tout le monde, anyway, ce qui se passe. Fait que là, je disais, OK, tu vas parler à elle, tu vas parler à lui, tu vas voir lui en entrevue. OK, on le textait, je le bouquais.
Puis elle m'a toujours dit, elle dit, c'est fou. Puis là, à un moment donné, Danny Dubé, qui était son assistant à ce moment-là, à un moment donné, Danny était pogné au hockey, il ne pouvait pas. Puis là, elle a dit, Dom, à soir, tu es assis sur le divan à côté de moi. Ouais, OK. Et là, je fais de la co-animation. Moi, j'étais là pour commenter les descentes de ski de boss. Je n'avais jamais fait d'animation. J'avais parlé à la radio souvent, tout ça, mais OK, let's go. Fait que, non, ce côté-là, c'était correct. J'ai fait le job qui était correct, mais c'était toute l'aide que j'y ai faite. Tout a sauvé ma vie, puis je t'en dois une pour toujours. Puis j'espère qu'on va travailler ensemble un jour. Puis j'espérais, depuis ce moment-là qu'elle m'a dit ça, que ça arrive un jour. Puis j'espérais à chaque Olympique, ça va s'arriver. Puis là, c'est arrivé, l'opportunité de le faire. Mais ce qu'il y a de juteux là-dedans, c'est parce que le monde de Radio-Canada ne voulait pas vraiment ça. Il ne voulait pas toi? Il ne voulait pas full de ce show-là. Ah, non! Puis il ne voulait surtout pas moi. Pourquoi? Parce que je me trouve à prendre la place de quelqu'un qui fait ça dans la vie. Sans donner de nom. Ça aurait pu être n'importe qui ou quelqu'un précisément? Je ne sais pas qui l'aurait eu. Ça, je l'ai jamais su. Pas. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne voulaient pas qu'on le fasse. Mais le show, est-ce qu'il est produit par Radio-Canada ou produit par sa... Non, c'était à l'interne, c'était par Radio-Canada. C'est pas elle qui produisait le show? Finalement, on a amené toute son équipe à elle, parce qu'elle a vu que ça ne marchait pas, puis qu'il fallait, let's go, il faut amener une équipe. Elle a amené toute son équipe de Pamplemousse Média, qui est sa firme de production. Ouais. Mais le petit crunchy là-dedans, c'est qu'à un moment donné, elle se rendait... Puis moi, je parlais avec France déjà de concept. Là. Je disais, oui, on va pouvoir faire ça, puis on va amener des spécialistes, puis puis on va amener des musiciens. Tu sais, elle, c'était écoute le show, puis yes, fait qu'on se complémentait. Mais là, moi, personne ne m'avait encore dit si j'avais un job ou pas, là. Puis là, à un moment donné, ma boss des sports m'appelle, puis elle dit « OK, Dom, on va te parler. Puis OK, voici, là, on va faire le show avec France, elle te veut vraiment. » Puis ça m'annonce ça. OK, parfait, good. Puis là, je fais comme l'innocent. Là. Ah ouais, OK, cool. Mais France, elle l'a dit à tout le monde qui était sur le studio, fait que je me gêne pas. Elle, à un moment donné, elle a dit « Ben, écoutez, là, c'est pas Dom qui le fait avec moi, mais je le fais pas. Oh, I'm walking away, je m'en vais, je le fais pas. » Fait que c'est comme ça que c'est arrivé. Donc, c'est grâce à elle. Ouais. Pas parce qu'elle m'en devait une, c'est parce qu'elle voulait qu'on le fasse ensemble, parce qu'on se complémente bien. Moi, je tripais, c'est l'occasion de ma vie. Donc, c'est le même que ça s'est passé. Et dis-moi donc, c'est parce que ça a été un gros succès. Est-ce que les gens de Radio-Canada t'en ont reparlé par la suite? As-tu des feedbacks suite à ça? Là, tabarnouche. On est tout seul, là. Faites d'autres choses. Là. Les grands patrons. Ouais. Parce que Radio-Canada, c'est pas si compliqué que ça, là, mais c'est parce qu'il y avait 3 branches avant. Tu avais les nouvelles. Tu as variété et sport. Ouais. Bon, moi, il faut comprendre que mes boss, c'était sport. Là, je ne connais pas le monde qui sont là. Ouais. Mais là, finalement, après les Jeux de Paris, ils ont mis variété avec sport. Ça a causé plein de conflits aussi. Puis c'est plate. Les mondes qui ont perdu leur job et tout, mais bon, ça arrive dans la restructuration. Puis tu as les grands VP qu'on ne voit jamais. C'est monsieur ou madame qu'on ne voit jamais. Mais là, eux, ils voulaient ce show-là. Ils le voulaient? Oh non, eux, ils le voulaient. Ah, tant mieux. Fait qu'on avait le support du top. Ah, c'est correct. Puis là, après les 2-3 premiers soirs, que je vous dis, normalement, on ne parle jamais à ces gens-là. Pas que c'est comme des présidents ou des rois ou des reines, mais on leur parle pas. Là. Ils ne veulent pas nous parler, ils veulent pas de... Là, c'était les accolades, mon gars. Les 2 becs, les 3 becs. On est tellement contents! Fait que je pense que c'est ça. On leur a donné raison. Yes. Puis moi, j'ai su tout ça avant les Jeux, pas longtemps avant. OK. Oh. J'étais un gars qui se prépare toujours comme un fou parce que je veux performer. Là, je me suis préparé. Pas à peu près. J'étais un petit peu plus motivé. Ouais. Puis est-ce que pour Los Angeles... Ben là, l'affaire de Los Angeles, on a notre débrief demain d'ailleurs. J'ai vu France hier, on en a parlé. Comme c'est du sport le soir en direct, parce que Los Angeles est à 3 heures. C'est vrai. Fait que tu sais, les grosses games de basketball, on va les avoir, soccer, on va les avoir nous autres tout le soir. Ça va être parfait pour le sport en direct. Donc là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont dire, on met ça un show de même. Tu sais, nous, ça fonctionnait quand même bien parce que tout était fini. C'est ça. Puis là, on fait comme célébrer, on revise ce qui s'est passé. Là, tu sais, s'il y a une grosse game de basket, le monde du sport va regarder ça. Fait qu'il y a une place pour un show comme le nôtre? J'ai regardé l'horaire, il y a 1h30 où il y a moins de stock, là, que ça pourrait fitter. Les gens disent, il me semble que ça fit très bien entre 6h30 et 8h de notre heure. On va voir ce qu'ils vont faire. Je te le souhaite. Je le souhaite. Allez, s'il y a des questions, le temps fuit. S'il y a des questions, allez-y, levez la main. Puis on va parler du livre aussi. Parce que on va prendre un peu plus de temps que prévu. OK, là, si vous avez de quoi à 8h15, oubliez ça. Il y en a qui doivent quitter, gênez-vous pas. Je ne le prendrai pas personnel. On va prendre quelques questions. On commence. Faites ça vite, puis on y va. Oui, Gilbert. Ouais, elle n'avait personne qui l'aidait. Okay. Je suis d'impotent. Le monde des sports n'était pas content qu'elle soit là.
Parce que c'est pas une fille des sports. C'est pas une fille des sports, c'est ça. Oui. Puis moi, je savais rien de ça. Puis moi, c'était France Baudouin, tabarnouche, on va l'aider, voyons donc. Puis c'est ça. Ça m'a servi plus tard. Ben, c'est très politique, c'est très politique. C'est une société d'État, c'est très politique. Oui. Moi, je suis curieuse de savoir, est-ce que Joanie Rochette, en 2010, elle a fait partie de votre équipe? Oui. Ouais. Puis Ça honnêtement, peut être facile, ça. c'est pas le genre de choses qu'on peut prévoir. Mais ce qu'on a fait avec elle, il y avait 2-3 choses qu'on avait travaillé avec Joanie, puis entre autres, c'était d'amener un psychologue pour travailler avec elle en 2008. C'était prévu avant? En 2008, oui. Non, mais en 2008, on l'a fait commencer à travailler avec un psychologue, ce qu'elle ne faisait pas avant. OK. Et qu'est-ce que vous pensez? Tu sais? Ça a Ceux été qui la savent pas, pièce c'est- maîtresse, là, Ouais. ça ne s'invente pas, ces affaires-là. Et son nom, c'est Wayne Hallowell, qui était aussi psychologue pour 2 autres athlètes avec qui on travaillait. Donc, Wayne était là. Quand ça s'est passé, les 2 étaient dans la cafétéria. C'est là qu'ils l'ont appris, à Vancouver. Et, Parce que Joanie Rochette, à Vancouver, moi, s'il y en a qui durant sont les plus jeunes, là, Olympiques, ouais. durant les Olympiques, sa maman est décédée. Elle est morte. Puis 3 jours plus tard, elle devait patiner. 3 jours, genre, elle patinait. Ça avait été Donc, une le catastrophe. psychologue, Ouais. on savait jamais qu'elle allait servir autant que ça. Mais Pat. là, ça a fait une méchante différence. Au-delà de l'argent, je voulais savoir, qu'est-ce que tu as d'opinion sur le modèle norvégien qui fait participer Oui, on en entend beaucoup Ouais. parler. garder jusqu'à 13 ans sans compter les points. Oui, absolument. Le système norvégien, qu'on a parlé beaucoup, oui, il y a plein de choses à copier de tout ça, mais c'est pas aussi simple que ce que le monde pense. On dirait que tout le monde est devenu un expert de la Norvège après les Jeux de Milan, là, puis tout le monde pensait qu'il y aurait la solution. Hey, ils sont tombés bien bons. Bon, ils ont gagné des médailles vraiment dans 3 sports. OK? Puis dont un sport où il y a tellement de médailles que c'est quasiment plus spécial en ski de fond puis en biathlon. Ben ouais, c'est ça. Genre, je tripe sur ces sports-là, personnellement. Là, OK? Mais le monde sont tous embarqués dans le bandwagon. Puis j'ai dit, à part ça, ben, ils ont de l'argent qui leur sortent par les oreilles. Ça vient du pétrole. Voulez-vous ouvrir les pipelines? Puis let's go, on va se donner ces moyens-là. Et ça, c'est une chose. Je ne veux pas embarquer là-dedans, mais c'est sûr qu'ils ont de l'argent et les moyens pour faire ça. Mais c'est surtout les choix qui font que le monde ne se rende pas compte. Ce que tu as mentionné là, excuse-moi, je te tutoie, là, mais ce que tu as mentionné là, c'est des approches qu'on doit adapter ici. Tu as parlé à Pierre Lavoie plus tôt, puis je parle avec Pierre Lavoie de temps en temps. Ça, c'est 100%. De ramener un peu le jeu dans tout ça, de ne pas être obsédé du résultat. À un bas âge, à un moment donné, il faut que ça devienne compétitif, puis qu'on aille un filet plus large pour le sport. Mais eux ne supportent pas tous les sports non plus. Donc, quand le monde disait « on devrait faire comme ça », je dis « OK, nous, on fait quoi? Nous, si on veut faire comme la Norvège, 1, il nous faudrait plus d'argent. Puis 2, ben, on ne pourra pas oublier ça, là, le handball, puis le ci, le ça, on va couper. Là. Parce qu'eux, ils ne supportent pas tout. Là. Ils supportent les sports de ski de fond, biathlon, ski alpin, des sports extérieurs qui ont accès naturellement, parce que c'est un sport, c'est un pays nordique. Et c'est des modèles où il y a beaucoup de médailles. Donc, nous, on pourrait dire, OK, là, je donne des exemples, mais si moi, on y allait avec un système comme ça, je dirais, j'adore. Et là, ben, nous, au Canada, on va juste supporter, mettons, les sports de glace. On va dire, nous, on est bons en glace. Patin de vitesse longue piste, courte piste, hockey. Là, le hockey, ça vit un peu tout seul, mais mettons, il faut quand même l'embarquer là-dedans parce que les jeunes jouent au hockey. Ouais. Et le patin artistique. Ouais. Le reste, là, peut-être le ski acrobatique. Tu sais, les petites montagnes, on est bon là-dedans, ski acrobatique, OK. Mais c'est parce qu'il faut accepter qu'on ne supportera pas tout le monde. OK. Et ça, le monde ne veut pas rien savoir de ça. Il n'y a personne qui dit, OK, on va couper des sports, tu sais. Mais on n'aura pas le choix. Là, ce qui s'en vient, il y aura des décisions à prendre parce qu'on ne pourra pas aider tout le monde. Mais il y a des approches là-dedans qu'on doit absolument appliquer. L'autre chose aussi, c'est que nous, au Canada, je ne veux pas donner de défaite, là, mais on perd tellement de talent sportif au hockey. Puis au hockey, j'adore le hockey, là. Mais c'est une médaille olympique. Ben, 2 avec les femmes. On a 300 000 jeunes hockeyeurs. On a, je ne sais plus combien, hommes-femmes, mais en tout cas, en gros, on a 300 000 400 000 jeunes athlètes qui, nous, ils font du hockey. Puis ils prennent leur retraite à un moment donné. Mais là, c'est beaucoup d'efforts et de ressources pour aller chercher une médaille. Donc, si tu fais de l'investissement stratégique comme la Norvège, oublie le hockey. Tu vas aller en patin courte piste. On va développer des patineurs. Il y a des trucs comme ça qui font. Puis ça, la raison pour laquelle je dis ça, c'est juste que quand on analyse les médailles qu'on a eues, puis honnêtement, c'était une déception. Là, même moi, je pensais qu'on allait en avoir 10 de plus, mais il y a eu plein de trucs qui sont passés qui peuvent expliquer ça. Mais en gros, c'est aussi de voir que ben nous, notre gros bassin de talent, là, on le perd, entre parenthèses, dans le hockey.
Ouais. Les Norvégiens, ils n'ont pas ça. Les Norvégiens, c'est des sports olympiques dans lesquels ils sont, puis le soccer l'été. Bon, là, ouais. tu vas me trouver hot, puis tu es très bon, on le sait tout le monde. Là. Je vais chronométrer, tu as 90 secondes. OK? Je vais te donner 90 secondes. Parce que moi, j'ai lu ton livre, j'ai adoré ton livre, Oser l'excellence. Je veux que tu me parles de ta philosophie. Oui, parce que moi, Pat, on prend pas longtemps, je suis d'accord avec toi. Tu sais, moi, je pense que tout le monde doit faire beaucoup de sport, puis on doit faire des sports différents pour développer différentes habiletés. D'accord? Et non pas faire le même sport tout le temps. Par contre, en même temps, la participation, c'est hyper important, c'est la santé. Moi, je connais des gens qui ont fait un sport de 12 ans à 22 ans, entre autres dans la natation, qui ont arrêté à 22 ans, ils n'ont jamais fait de sport, sont obèses aujourd'hui. D'accord? Ouais. Donc, il faut que tu touches. Mais en même temps, c'est pas vrai que c'est juste participatif. Toi, tu dis, oser l'excellence, il faut valoriser aussi les gens qui ont plus de talent. 80 secondes chrono. Oui, absolument, parce que je pense qu'un ne va pas sans l'autre et d'un. Puis c'est ce qui m'énervait un peu dans les débats. À un moment donné, c'était devenu comme là, le sport d'élite. Mais là, on s'en fout. Là, ce qui compte, c'est la participation. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut inspirer nos jeunes aussi à faire quelque chose. Pourquoi on joue tant au hockey? Ben, c'est parce qu'on veut tout être comme nos héros de hockey. Puis on les voit à TV tout le temps. Puis ils gagnent de l'argent. Puis on leur met de la rotte. Fait que les petits culs veulent être ça. Et le sport olympique, j'espère que ça a cet impact-là aussi. Des jeunes qui veulent faire du patinage de vitesse courte piste ou du ski alpin, du ski acrobatique, whatever. Puis ça, pour moi, c'est pas un ou l'autre. C'est un avec l'autre, mais de le faire d'une façon un peu plus structurer et réorganiser tout ça pour que, justement, oui, le filet soit plus large à la base puis qu'on perde moins de jeunes. On en perd beaucoup des jeunes. Pierre Lavoie, il a entièrement raison. Puis il est statistique de toute façon. Parce que maintenant, on devient trop exclusif. On pense trop aux résultats, trop jeunes. On perd du monde. Puis souvent, on oublie qu'il y a des jeunes qui n'ont pas toute leur courbe de progression en même place. T'sais. On est vite à dire que lui, à 14 ans, non, lui, ça ne marchera pas. Mais lui, il va être vraiment bon à 14 ans. Puis finalement, à 16 ans, il n'est même plus là. Puis il n'en fait plus. Il est écœuré. Alors, on veut trop filtrer les choses trop rapidement. Il faut vraiment prendre le temps de bien structurer ça. Pour moi, ce qui compte le plus possible, c'est de comprendre oui, plus d'argent, ça va être nécessaire, mais il y a des choses qu'on peut faire qui ne coûtent pas si cher que ça, de restructurer justement le sport, comme je disais. Mais c'est ce qui m'a motivé à écrire le livre, c'est que je trouvais qu'à un moment donné, c'était quasiment rendu malsain, tabou, de dire qu'on veut gagner, d'avoir du sport d'élite, de vouloir être les meilleurs. Puis je trouvais que ça se reflétait aussi, même à l'école, dans notre société, où il y avait plus de rigueur, on valorisait plus l'excellence, puis le désir de se dépasser, puis d'être les meilleurs. Et ça, c'est ce qui me brûlait un peu depuis longtemps. Puis moi, j'utilise naturellement le sport comme toile de fond, mais tous les messages que j'ai dans le livre, ça s'applique à tout le monde, à la société, à l'école. Puis j'aimerais ça même que les écoles l'aillent, ce livre-là, pour qu'on puisse revaloriser tout ça. Puis c'est pas de dénigrer les autres qui ont peut-être de la misère en mathématiques ou en ski acrobatique. Au contraire, c'est de mieux les encadrer, mieux les aider eux, mais de ne pas venir faire ça au détriment de nos meilleurs non plus. On va être tiré par le haut, tout le monde. Puis il y a des moyens de le faire d'une façon où l'exclusivité n'est pas faite dans le manque de respect ou d'écraser quelqu'un. Non, au contraire, on va tout élever tout le monde. Mais pour moi, ça, c'est un message de société qui est tellement nécessaire. Il faut gagner. 80 secondes. Faut ramener ça dans notre société. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord. Ouais. Moi, en tout cas, je pense sincèrement que le sport, ça fait partie de l'hygiène de vie. On devrait tous faire du sport à toutes les semaines, prendre soin de notre santé. Je veux dire, vieillir, c'est un privilège. J'en ai parlé au début de notre rencontre. Vieillir, c'est un privilège, on le sent. Mais vieillir actif, c'est une décision. Ouais. C'est pas un privilège, c'est une décision. Fait que moi, je pense qu'on devrait tous faire du sport, mais en même temps, il faut valoriser l'excellence. On en veut des gens qui ont du talent et qui vont éclore. 80 secondes de fait. D'autres questions? Louis, tu avais une question, je pense, oui? J'aimerais ça savoir, le modèle de B210 que tu as créé, est-ce que ça venait d'une influence à quelque part? Quelque chose t'a bâti? Est-ce que ça l'a fait d'outils ailleurs? Est-ce que ça l'a créé, est-ce que ça l'a influencé dans d'autres pays ou d'autres organisations? Excellente question. Oui. Moi, quand je travaillais avec les Japonais, quand j'ai été 4 ans là, avec les Japonais, comme j'avais expliqué, le modèle qui se rapprochait le plus, c'était celui-là. Eux, les athlètes n'avaient pas des commanditaires nécessairement, ils étaient des employés par des grandes corporations japonaises. Donc, moi, j'avais une athlète qui n'était pas commanditée Toyota, était une employée de Toyota. Elle devenait une salariée de Toyota et eux s'occupaient de s'assurer qu'elle allait être tout ce qu'elle a de besoin. Et après ça, j'avais un autre athlète qui était pour une compagnie de train. Un autre athlète qui était... Puis ça, ce modèle-là, je disais, c'est donc ben cool. Parce qu'un, pour la fédération, en plus, ben c'est très viable. Hein? Parce que là, l'athlète, il y a une structure derrière chaque athlète. Et ces athlètes-là que je revois, puis je côtoie. On est sur les réseaux sociaux, puis on placote, je vois ce qu'ils font maintenant dans la vie. Ben, il y en a qui travaillent encore pour ces entreprises-là. Ah, c'est le fun, ça. Ouais, plusieurs. Donc, bref, ça, c'est un modèle qui était assez similaire, dans le sens que nous, on allait chercher de l'argent du secteur privé
pour pouvoir après offrir cet encadrement-là à d'autres athlètes. Il y a des gens de la Nouvelle-Zélande qui nous ont parlé pour voir comment on faisait. On a parlé des gens de certains pays, mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait, pas fait, ça serait de mentir de dire « Ah oui, ils ont copié ça ou pas ». Mais il y a 3-4 personnes de différents pays qui nous ont parlé pour voir comment on le faisait. Et les Américains, c'est de quoi qu'ils font beaucoup, tu sais, puis on le voit avec les universités américaines, le monde redonne, puis bon, ben, je pense qu'il y a des modèles Mais comme tu sais, ça. à Québec, dans le Rouge et Or football, Ouais. il y a énormément de joueurs qui travaillent pour Tanguay. Là. OK, bon, Ah oui, c'est cool. depuis Ouais. toujours. Là. Plus loin que le mécénat, votre affaire, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est Ouais. pas du monde qui donne de l'argent pour développer un athlète, c'est du monde qui participe à toutes les étapes. Ah oui, les gens sont impliqués. Ouais. Oui, puis nous, puis tu fais bien de le dire, parce que les athlètes qu'on aide aussi, on leur demande, tu sais, il y a 4 critères dans le fond, puis le 4e critère, c'est qu'on leur demande à eux aussi de redonner puis de s'impliquer dans la société parce qu'ils ont bénéficié de la générosité de des gens d'affaires qui donnent leur argent, qui pourraient le donner à 50 autres affaires. Et on vous demande à vous d'être, tu sais, porte-parole d'une fondation si vous êtes assez connu. Allez dans les écoles, parlez au monde, redonnez. Tu sais, il y a une sensibilisation qui est faite là-dedans. Et les gens qui nous supportent, ben, tu sais, ils font même... Personne qui a de la publicité là-dessus. Là, nos donateurs ne veulent pas vraiment être connus. Certains même ne veulent pas être connus. D'autres, ça ne leur dérange pas, mais ils n'ont rien en retour autre que ça, le sentiment d'avoir aidé tel athlète ou tel programme d'une façon vraiment tangible. Ça les satisfait au maximum. OK, hey, on va y aller avec... Ben là, Étienne, il faut qu'Étienne en pose une. Ouais, Étienne, quand j'ai parlé d'un autre skieur dans la salle, c'est lui qui est là, Étienne Lecourt. Ouais. Ouais. Là, je pourrais en nommer une coupe, mais là, vite, la première qui me vient en tête, c'est pas une médaille d'or, mais c'est une médaille. C'est une médaille d'argent d'une fille de la région de Québec, Dominique Maltais, en ski cross. Ah oui. Puis j'étais en bas de la piste en 2014, c'était à Sochi. Puis Dom, vous vous rappelez peut-être pas, là, mais c'était une des favorites pour gagner à Vancouver. Elle s'est plantée, elle s'est enfargée dès le départ. Elle était en plus au début des Jeux. Puis j'ai vu Dom, là, je l'ai croisé, puis on la supportait pas à ce moment-là. Puis moi, je connaissais Dominique juste parce qu'on vient de la région de Québec, puis on est des athlètes, on se connaît tous un peu. Pendant 2 semaines, nous, on est là, ben, je dis nous, moi, avec Alex, Jen, puis la gang de B210, puis c'est les célébrations, puis là, tu sais, c'était big, là, c'était Vancouver, on était reçus sur des yachts, puis des affaires qu'on vit jamais, nous autres, normalement, là, mais là, c'était tellement big. Puis là, je voyais tout le temps Dom qui était là. Ça me brisait le cœur. Et quand on a décidé de continuer, c'était une des premières qui nous a approchés. Puis là, j'ai fait yes, je peux faire quoi que ce soit pour que toi, tu sais, en anglais, le redemption, là, c'est le mot qui est ta revanche, tu sais. Puis, non, quand j'étais en bas, là, j'étais avec une couple de personnes qui sont proches d'elle, sa famille était là, puis... c'est la satisfaction que je parlais, mettons, quand Jen a gagné ou quand Alex, oui, mais ça, je suis content que tu me poses la question parce que vous le voyez, je suis un gars qui est très émotif. Puis je l'ai vécu dernièrement avec Valérie Maltais, là, que vous avez tous définitivement. à Milan. Valérie Maltais, c'était une médaille, là, mais c'était extraordinaire. extraordinaire. À 33 ans de mémoire, quel âge qu'elle a? Ouais. Je pense que c'est ça. Okay. C'est simple. Non, OK, oui. Je ne connais pas vraiment la structure du COC, mais si demain matin, tu te fais offrir le poste d'être à la tête du comité olympique canadien, est-ce que tu dis oui? Et sinon, pourquoi? Oh, le sinon, pourquoi? 90 secondes! Le sinon, pourquoi? C'est le genre de... OK, ben, il faut comprendre la structure, c'est que le comité olympique, normal, s'implique un peu dans la performance, l'encadrement, mais ne sont pas impliqués... Tu sais, ils n'ont pas les deux mains dedans. Okay? Eux, c'est la structure qui fait que tout fonctionne aux Olympiques, puis c'est maintenant, je dois le dire, une organisation qui est réglée au quart de tour. Ils ont eu des problèmes à l'époque, mais là, c'est vraiment hot.
si c'est le genre de rôle que peut-être que j'aimerais faire dans 10, 15 ans, là, non. Là, je voudrais être encore impliqué les deux mains dedans. Ça me fait encore trop triper. Là. Tu sais, ce que je viens de parler là moi, là, je vis pour ça. Plus que l'argent, plus que tout. Et d'avoir ce sentiment-là, je pense que c'est juste en étant vraiment impliqué sur le terrain. Si jamais il y a un groupe qui se crée comme À nous le podium, qu'on parlait plus tôt, qui est l'organisme qui gère ça, puis on m'offrait ce rôle-là, puis je pouvais tout restructurer, comment on finance le sport d'élite. Là. Je vais me concentrer à l'élite. Si on me dit, toi, là, tu t'occupes de ça, parce que je voudrais tout régler, là, mais je sais que si on me dit ça, je ne réglerai pas tout. Mais moi, le sport d'élite, je connais ça pas pire, puis si tu me dis, toi, là, tu t'occupes de ça, je dirais oui. Ouais. C'est une bonne question. Ouais. Hey, tu m'as fait penser. Cette année, tu étais à Radio-Canada à Montréal, cette année, là, il y a 2 mois. Est-ce que tu regrettais de ne pas être là-bas? Aurais-tu aimé mieux être là-bas? Sur le coup, c'est sûr qu'on se dit, ça serait mieux qu'on soit là, finalement. Non, mais toi, tu sais, proche de tes athlètes et tout. Oui. Mais les jeux cette année étaient tellement aussi, tu sais, un peu partout. Éparpillés, ouais. Tu sais, tu peux pas te promener entre Milan, Livigno, Cortina. Tu pouvais, là, mais on n'aurait pas pu se déplacer de même. Donc, non, honnêtement, puis je l'avais vécu avec la COVID, de voir qu'on peut livrer vraiment quelque chose de bon sans être sur place, parce qu'on était forcé à être à Montréal pendant les Jeux de Tokyo et pendant les Jeux de Pékin. Puis honnêtement, ça fonctionnait quand même pas pire. Ouais. À Paris, on était sur place, puis honnêtement, j'ai eu un blues longtemps après les Jeux de Paris, parce que j'étais là, on vivait là, puis la ville de Paris c'était extraordinaire. Est-ce que ça l'a apporté beaucoup au contenu que j'apportais en ondes? Pas tant que ça. Ouais. Je suis tellement connecté que j'aurais eu mes informations comme je les avais là de Montréal. Donc, puis maintenant, avec un show de cette ampleur-là, déplacer tout ça, c'est beaucoup plus simple à Montréal. Mais là, que ma blonde était chef de mission, que mon neveu, Cédric Brunet, patineur de vitesse longue piste, était aux Olympiques. Donc, ma sœur était là, toute ma famille était là, tout le monde est là. Puis là, moi, pour une fois, je suis pas là, je suis dans un studio à Montréal, dans une chambre d'hôtel. Sur le coup, je trouvais ça un peu poche, mais regarde, j'avais d'autres avantages et d'autres privilèges. Ouais. Écoutez, Dominique a écrit un livre récemment. C'est récent, je l'ai lu, c'est très intéressant. Tu vas en faire tirer un exemplaire. Oui. Juste vous rappeler que quand ça va être terminé, on se donne rendez-vous sur la passerelle. Dominique va être là. Tu as apporté d'autres livres, hein? S'il y en a qui veulent des livres. J'en ai une coupe, ça donnait que j'en avais. Oui, c'est ça. Donc, s'il y en a qui veulent se procurer un livre. Ils sont disponibles en ligne, là, mais si vous en avez là, ça me fait plaisir de. Il y en a quelques-uns, avec évidemment toujours des dédicaces. Avec ton crayon, parce que le mien il est dans le c'est vrai. bleu d'or. C'est ça, je vais te donner mon crayon. J'ai pris son crayon tantôt pour d'autres choses. Non, il y en a. On a une coupe. Mais vous connaissez la passerelle, on va permettre à Dominique de s'installer sur une table, etc. Anyway, vous viendrez le voir. Tu vas rester avec nous pour répondre à des questions là-bas, évidemment. Écoutez, gang, encore une fois, au nom de Robert, puis je vous le dis, puis là, je vais conclure, ce ne sera pas long, mais tu sais, je vous le dis, quand on organise des activités comme ce soir, pour Robert et moi, c'est toujours du bonheur de voir que vous participez, que vous êtes là. Donc, merci encore une fois. À chaque fois, on est content de voir, puis on espère toujours qu'il y ait le plus de monde possible. Dom, je veux vraiment te remercier d'avoir accepté l'invitation. Tu es un gars, tu sais, je te l'ai déjà dit, je vais le dire devant tout le monde, je t'aime, tu es inspirant. Non, mais venir au monde, tu t'appelles Dominique Gauthier, c'est quand même pas pire comme ride, es-tu d'accord, là, tu sais? C'est quand même pas pire. Non, mais tu es un vrai. Tu fais du bien autour de toi, sincèrement. Je trouve que chaque sphère de ton moi incorporé non, je te dis, là, est fantastique. Donc, merci, puis merci d'avoir partagé ton vécu. Et j'espère de tout cœur que vous avez apprécié la rencontre. Gang, on applaudit Dominique Gauthier. Merci beaucoup. Merci, mon homme. Merci vraiment. Ouais. Merci beaucoup. Bien, on va faire le livre. Vraiment. Très apprécié. Merci. Yes. Yes.